sur la nouveauté aussi dans la manière de présenter, donc, et même surtout l'esprit aussi de communauté. Donc vraiment au niveau de l'expérience plutôt il va travailler. Donc voilà un peu ce dont on a parlé. Donc tu as très bien résumé en parlant des concurrents. Donc on a pris un case aussi qui montrait bien donc pourquoi c'est important de l'activité principale et définir sa proposition de valeur. On a parlé du revenu modèle, de bien savoir qui va payer votre solution, combien on paye, de quelle manière, est-ce qu'on paye toujours immédiatement, pourquoi est-ce qu'on paye, ça on insistait aussi, est-ce que on paye pour une utilisation, on paye pour du résultat, on paye pour des extras. Donc ça, c'est un outil qui est repris dans le workbook justement que vous avez reçu. J'ai montré l'exemple aussi de l'iPod. Donc, on a fait quelques cases. La stratégie Nespresso. Qui se rappelle du case de la stratégie Nespresso? Qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les éléments importants qu'on a retrouvés de la stratégie de Nespresso? Sur la Oui, stratégie Nespresso, vous nous avez parlé de fameux machines. oui, On les vend moins cher, mais les cartouches sont chers. Et c'est pourquoi le fabricateur de ce machine gagne beaucoup plus. Il vend la machine à moins cher, mais il gagne beaucoup quand il vend le cartouche. Le les cartouche. capsules. C'est ça. Donc, c'est très bien. Très, très bien. Donc, la stratégie Nespresso, effectivement, est basée sur la stratégie de l'imprimante. Donc, c'est vendre la machine au prix coûtant. Donc, c'est pas vraiment. Il n'a pas une grosse marge dessus, mais il fait sa marge sur un système de réapprovisionnement, justement. Donc, ici, en l'occurrence, les capsules Nespresso. Donc, c'est parti d'une invention. Donc, il y a un brevet derrière. C'est le système, en fait, justement, de réapprovisionnement. Donc, ce que j'ai voulu montrer par ce case-là, c'est l'importance justement de définir ses activités principales et de définir tout son business model. Donc ici, la proposition de valeur par rapport aux machines classiques Nescafé est vraiment au niveau de l'expérience. Donc, en vendant ce système-là de réapprovisionnement et en se positionnant du coup sur le luxe et en visant les foyers hauts revenus, ce qu'ils vont proposer, c'est vraiment au niveau de l'expérience expresso qui est comme au restaurant. Donc, par rapport au business model classique de Nescafé, ce qu'ils ont fait, donc au niveau de leur cible, c'est qu'eux, ils vont viser des foyers hauts revenus. Et au niveau de leurs canaux de distribution, donc les canaux de distribution que vous pouvez retrouver ici dans votre business model, hein, qui sont là, ici. Lui, il ne distribue pas en grande surface, donc comme je disais, au supermarché, mais ils vont aller distribuer dans leur propre magasin. Donc ça, c'est un grand changement dans la stratégie Nespresso. C'est changer, donc quand on dit pivoter dans votre business model, enfin, ou bien améliorer votre business model, c'est de penser à tous ces blocs-là. Donc peut-être que votre activité reste la même, mais que vous allez changer votre manière de distribuer la solution. Parce que vous allez changer aussi votre cible. Donc Nescafé visait les foyers, les familles, donc tout type de famille, on va dire revenu moyen. Et Nespresso a dit non, moi je vis juste les foyers à haut revenu. Et il va dire, et pour ceux-là, eh bien, ce ne sera pas en supermarché, mais ce sera vraiment dans des magasins de prestige. Donc voilà un peu donc par rapport à Nescafé qui est dans la grande distribution. Très bien. Donc voilà, on a vu un peu tous ces éléments-là. Tu as parlé de la concurrence parce qu'on a fait donc une partie sur le business model et une partie vraiment sur la compréhension de son marché. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu par rapport au marché? Quels sont les éléments importants pour bien comprendre son marché? Les éléments importants, il faut d'abord analyser le marché, Oui. euh, approfondir aussi le marché. Ok, mais qu'est-ce qu'on regarde dans le marché? Qu'est-ce qui est important dans le marché? Il y a 3 niveaux. Je sais que vous allez vous en rappeler. Donc, on va aller voir comme quoi c'est là-dessus. Les tendances et les défis, l'environnement et la concurrence. Ça, c'est d'abord au niveau marché global. D'accord? Donc, les tendances et les défis, par exemple, nous, ici en Europe, les tendances des marchés, par exemple, événementiels, c'est les tendances à la personnalisation. Voilà. Donc aujourd'hui, le marché fonctionne bien avec la personnalisation. Donc tout le client, c'est un consommateur qui veut tout et il veut se sentir unique. Donc il veut une expérience personnalisée. Il veut des objets personnalisés. Il veut un endroit personnalisé. Donc ça, c'est une des tendances. Les défis, ça peut être lié au niveau politique, les niveaux restrictions, les nouvelles restrictions. Maintenant, avec la pandémie, effectivement, il y a plein de défis, puisque du coup, on a plus de restrictions. Donc, ceux qui vont être dans le milieu événementiel vont devoir penser, par exemple, à des événements beaucoup plus petits dus aux mesures sanitaires. Et puis, l'environnement, il y a un outil qu'on utilise.
vous rappelez, on a parlé de la PESTEL. Donc la PESTEL qui permet d'analyser les facteurs du macro-environnement. Donc c'est vraiment quels sont les facteurs qui vont influencer votre environnement au sens large. D'accord? Donc tout ce que je montre là, je vais assez rapidement parce qu'on a vu ça lundi. Donc ceux qui n'étaient pas là lundi, pas de panique, vous avez reçu les supports. D'accord? Donc on a vu les facteurs importants donc, au niveau politique. Donc de nouveau, on parle de enjeux, défis. Au niveau économique, donc bien comprendre aussi dans quelles conditions économiques votre business va évoluer. Au niveau social culturel, je me rappelle, on avait pris l'exemple de votre collègue qui allait lancer la plateforme. Et donc un des défis, c'était la peur par rapport aux consommateurs qui ne voulaient pas nécessairement consommer au niveau du digital. Donc, il avait peur de de ne pas avoir assez de sécurité dans l'expérience d'achat. Donc, l'idée, effectivement, on en avait discuté, c'est que c'est pas juste d'identifier les enjeux, mais c'est de pouvoir penser aux pistes de solutions qui vont justement contourner ces enjeux. En fait, soit vous êtes sur un business où il y a des enjeux et vous devez les contourner, ou soit il y a aussi des tendances, et alors là, vous allez chercher à surfer sur cette tendance. Donc voilà, ça c'est important de bien l'identifier. Donc tendance, défi et les facteurs du macro-environnement. D'accord? Ensuite, on a parlé tendance, défi, environnement et alors la concurrence, où j'ai dit effectivement de bien identifier les forces, les faiblesses de vos concurrents. Ben, justement, on l'a mis juste ici. Les forces et faiblesses de vos concurrents. Vos concurrents, ils proposent quel type de produits et services? Est-ce que c'est les mêmes que les vôtres ou pas? Si oui, qu'est-ce qui change? Comment ils distribuent leurs solutions? Est-ce qu'ils sont en ligne? Est-ce qu'ils sont dans des magasins? Est-ce qu'ils ont leur propre espace? Ensuite, est-ce qu'ils ont un programme de fidélité? Donc, comment ils s'assurent de fidéliser leur clientèle? Comment ils l'attirent? En langage stratégique, on parle de canal d'acquisition. Donc, par quel canal ils vont pouvoir acquérir la clientèle, pardon, la clientèle de manière générale. Un élément aussi que j'ai insisté, c'est la date de création, parce que c'est important de savoir si votre concurrent, finalement, il a une certaine ancienneté ou bien s'il est nouveau comme vous. La stratégie de contenu, ça, c'est surtout, on utilise ça pour tous les concurrents qui sont déjà digitalisés. Donc, voir comment ils communiquent, quel type de contenu ils mettent en avant. Pourquoi la stratégie de contenu? Parce que vous avez aujourd'hui deux types de clients. Vous avez le client qui va consommer votre produit et le client qui va consommer votre contenu. Ça veut dire qu'il ne va peut-être pas acheter votre produit, mais il va aimer le type de contenu que vous allez partager et il va devenir un ambassadeur. Il va devenir un ambassadeur de votre marque, il va parler de vous. Le meilleur exemple, dans notre cas, avec WeConsulting, on a une plateforme, donc on a Instagram, où on crée du contenu. On crée du contenu de motivation, de développement, et on s'est rendu compte que les personnes qui consomment ce contenu ne sont pas nécessairement nos clients. Ils ne sont pas nécessairement nos clients, mais par contre, sont des ambassadeurs, sont des membres de la communauté. Donc, ils vont consommer le contenu, qui vont parler de WeConsulting, qui vont faire vivre la plateforme et qui vont de ce fait attirer nos potentiels clients. Donc, voilà un peu. Donc, on a parlé business model, on a parlé marché. Donc, dans marché, identifiez vos tendances, défis, environnement et bien sûr la concurrence. Derrière la concurrence, derrière l'environnement, derrière les tendances et défis, ce qui doit ressortir, c'est la maîtrise du marché et les solutions que vous proposez par rapport aux défis que vous avez identifiés, les solutions que vous proposez par rapport aux tendances que vous avez identifiées et aussi votre avantage concurrentiel donc par rapport à l'analyse de la concurrence que vous avez effectuée sur le marché. C'est très important quand vous venez présenter un projet de ne pas juste dire on va faire ça, 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 mais de dire voilà ce qui existe sur le marché, voilà le problème que nous on a identifié et voilà comment notre entreprise va se positionner par rapport à ce problème. Voilà comment notre entreprise va devenir soit leader sur le marché parce qu'elle va apporter telle innovation par rapport aux offres actuelles. Donc voilà, je sais que j'ai dû aller vite. Si, comme je vous l'ai expliqué, on est disponible. Donc, si vous avez besoin d'approfondir un thème, vous nous envoyez un petit mail. On essaye de fixer une petite séance de 20 minutes de brainstorming pour clarifier certains éléments. Et un dernier aspect qu'on va un peu revoir maintenant aussi, c'est la demande. Une fois que vous êtes focalisé sur le marché, donc le marché, imaginez, c'est la carte en fait, c'est la carte géographique où il y a vraiment un secteur qui est identifié. Il y a des chiffres aussi, on va dire, il y a X personnes qui font la même chose, il y a X personnes qui vendent une offre similaire à la vôtre, et puis maintenant, il y a X personnes qui veulent acheter, donc la demande, donc vos clients. Et là, on a parlé de 3 niveaux, mais on s'est focalisé sur les 2, en fait. Vos personas, qui sont vraiment des personnages, on va dire, fictifs et qui représentent les caractéristiques psychologiques de vos clients. Alors pourquoi on insiste sur les personas et sur les caractéristiques finalement psychologiques et je dirais même au niveau de leur comportement? Parce que finalement, l'acte d'acheter
part d'un certain comportement. Et derrière le comportement, derrière cette décision d'achat, il y a plusieurs paramètres liés à l'histoire même du client, liés à sa psychologie, liés à sa philosophie, liés à la vision qu'il a de la vie, liés à ses objectifs personnels, liés à ses frustrations. Donc, on est vraiment dans le domaine de la psychologie. Il faut comprendre que l'analyse du comportement du consommateur, il y a vraiment une dimension très psychologique. Et on le sait tous, qu'est-ce qui fait que tu vas acheter cette paire de baskets ou cette paire de chaussures? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, tu te dis: «J'ai besoin de prendre un abonnement, Spotify, pour écouter de la musique, tous les jours»? Par exemple, on se rend compte qu'il y a les personnes qui aiment bien aller courir le matin et qui ont besoin d'avoir, une playlist qui leur permet de découvrir de la musique sans changer trop. La personne qui a pensé à Spotify, elle a pensé à ça, par exemple. Elle s'est dit: «Ah, j'ai remarqué que les gens qui vont courir ont un problème pour écouter de la musique. Hem, ils ont pas le temps de choisir une playlist et tout, donc il faut leur proposer des choses». Mais la personne s'est dit: «Allez, moi, je vais créer une plateforme où justement on fait déjà des playlists pour lui et on lui propose de la musique en fonction de ses goûts». Donc c'est sur base finalement de centres d'intérêt et d'habitudes. D'accord? Il y a aussi des frustrations que vous avez dû, analyser par rapport à une certaine cible et c'est là que vous allez pouvoir leur offrir votre solution. Alors un deuxième niveau par rapport à cette demande, attendez, je regarde juste s'il n'y a pas des questions parce que je vois qu'on a mis conservé. Ah oui, je viens de voir pour les micros. Hem, donc un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, votre consommateur n'est plus isolé, il évolue dans une communauté. Pourquoi? Justement avec les réseaux sociaux, on est tous connectés, interconnectés et on s'influence tous. On s'influence tous au sein de communautés. Alors une meilleure manière non pas une meilleure, pardon, mais une bonne manière de définir votre communauté, c'est d'aller voir aussi, finalement, votre cible, elle va suivre quel compte Instagram, dans quel type de communauté elle va interagir. Donc, j'ai donné l'exemple, par exemple, nous, quand on voulait viser spécialement les femmes, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes qui souhaitaient entreprendre suivaient des magazines de femmes d'influence. Je dis des parce qu'il y a le magazine Femmes d'influence Mag, mais il y en a plein d'autres, femmes de valeur, femmes de. Donc, tous ces magazines qui font de l'empowerment, mais justement, avaient beaucoup. Allez, dans leur communauté, il y avait vraiment notre cible. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est que tout est clair. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pas de questions parce que c'est un résumé. Oui, c'est un résumé. Mais est-ce que vous avez encore des zones où vous n'avez pas très bien compris, où vous dites comment je vais appliquer ça pour… Dérange, non? Non, particulièrement non. D'accord. Ok, ok. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on a un intervenant qui doit se connecter. Je vais juste lui écrire pour voir. Je pense qu'avec le décalage, il s'est dit que c'était peut-être dans… Alors, bon, s'il n'est pas encore connecté, on va continuer. Donc aujourd'hui, ce que j'ai proposé de faire pour vous faire gagner du temps, c'est de se focaliser sur le workbook que vous avez reçu. Ah voilà, il est là justement. Donc avant de se focaliser sur le workbook, on a eu la chance d'avoir quand même un intervenant, comme j'aime bien le dire, un coach hors pair, donc un coach en développement personnel et coach de vie, donc CEO de Rodi Production. Donc je vais laisser se présenter, donc Monsieur Rodriguez Monga. Et je voulais vraiment qu'il insiste, avant d'aller vraiment plus dans l'aspect, on va dire, théorique du concours de pitch et des éléments à approfondir, qu'il insiste un peu, qu'il vous partage un peu sa vision par rapport au parcours d'entrepreneur, la vision, les défis, les enjeux, et aussi qu'il donne des clés par rapport à l'art du pitch, et donc des éléments qui sont importants. Donc voilà, s'il est juste dispo, je vais lui laisser la parole. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis très heureux d'être là et merci d'avoir jeté les deux volets sur moi. Non, pas de problème. Merci à toute la grande équipe des Crédatures et Consiste. Alors, comme on vient de le dire à peine, je suis Rodriguez Manga, gisement Jivial Lumbashi, en République démocratique du Congo. Et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous sur deux points uniquement, à savoir les difficultés
que rencontrent la plupart d'entrepreneurs, mais aussi l'avantage à trouver dans les difficultés. Parce que très souvent, en fait, lorsque l'on passe par plusieurs difficultés, on voit juste des problèmes, on voit des obstacles qui nous empêchent de réaliser ces grands rêves, des obstacles qui nous empêchent d'aller un peu plus loin, quoi. Et on ne voit pas plus d'avantages et plus de leçons à tirer dans ces difficultés. Alors que la plupart des difficultés ne sont pas là pour nous mettre les genoux à terre, pour nous dire c'est le moment d'arrêter, il faut plus continuer. Mais les erreurs ou encore les difficultés que nous rencontrons souvent sont là pour nous permettre en fait de nous façonner et devenir encore plus efficaces pour aller encore plus loin. Alors, pour la plupart, lorsque vous rencontrez des difficultés, vous arrêtez. Vous vous dites, ah, c'est difficile, ce n'est pas le bon projet peut-être. Vous changez, vous prenez un autre projet et jusqu'à ce que vous allez changer de projet en projet, à un moment donné, vous allez complètement arrêter. Alors, le mieux à faire, c'est quoi? C'est vous rencontrez des difficultés, apprenez de ces difficultés certaines choses. Dans chaque difficulté, il y a une leçon à apprendre. Et de cette leçon, il faut, n'est-ce pas, savoir te dire que si ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et prochainement, je vais faire autrement cette chose. OK? Plusieurs personnes ont du mal à avancer lorsque vous rencontrez. Vous voulez avoir un chemin plutôt simple. Hein? Vous voulez que les choses soient simples, simple. Et vous avancez simplement et puis après, vous réalisez votre rêve et ça tient. Alors que le parcours d'un entrepreneur, c'est un parcours très compliqué, rempli d'obstacles, rempli de difficultés, des problèmes. Et ça ne peut pas s'arrêter, croyez-moi. Même lorsque vous aurez votre premier million, ça va quand même continuer. Parce que vous êtes appelé justement à traverser tous ces problèmes, à vivre toutes ces difficultés et faire en sorte que ces difficultés puissent vous mûrir et à avancer jour pour jour. D'accord? Donc, la plupart des personnes dont aujourd'hui vous prenez comme des modèles, ces personnes ont traversé, sont passées par plusieurs choses, sont passées par plusieurs difficultés. Mais on veut voir seulement la gloire du héros, mais on ne sait pas le parcours du héros comment. D'accord? Donc, le héros en question a eu à passer par plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Et laissez-moi vous dire que il va vous arriver de manquer même 500 francs de fois, bien que votre projet soit meilleur, soit bon, soit cool, mais il vous arrivera de manquer même 500 francs pour vous payer, je ne sais pas, moins un béni, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça fait partie justement de votre parcours. Certains, d'ailleurs la plupart des personnes, la difficulté qui est souvent rencontrée, c'est la constitution de l'équipe. C'est que vous avez une équipe, mais la plupart des personnes dans votre équipe n'embrassent pas forcément votre vision. Ou encore, on néglige beaucoup la chose. Le temps de travailler, peut-être dit que non, j'avais à faire, peut-être dit que non, j'étais déplacé. Et toutes ces choses vont vous amener à vous décourager. Mais l'objectif, ce n'est pas de vous décourager, en fait. C'est pour vous dire que vous êtes d'abord le porteur du projet. Vous êtes le leader du projet. Vous devez savoir avancer, même si les autres sont là derrière et ont du mal à vous suivre. Votre force fera en sorte que les autres puissent vous suivre et embrasser votre vision. C'est à vous, en fait, de pousser les autres à embrasser votre vision. D'accord? Alors, les difficultés, ça, je vous assure, vous allez en rencontrer encore et encore. D'ailleurs, je suis sûr et certain que la plupart ont déjà commencé à rencontrer des difficultés. Mais il ne faut pas vous décourager, en fait. Le mieux serait de continuer sur le même chemin, mais en apprenant de ces difficultés certaines choses que vous faites, par exemple, mal, ou encore vous dire que il y a un proverbe très simple qui dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Alors, profitez de l'occasion pour… Allô? Ah, je pense que ça a bloqué. Allô, monsieur Rodriguez. Est-ce que vous l'entendez? Juste… de leur parcours. OK. Il y a une question? Vous parlez là? Oui, ça a coupé, excusez-nous, ça a bloqué. Ah, d'accord. D'accord, parfait, je continue. Oui. Alors, j'aimerais vous parler du pitch. D'accord. Pourquoi j'ai préféré vous parler du pitch? Parce que, en fait, tout au long de votre parcours, vous allez pitcher. Même si vous devenez un grand PDG d'entreprise, il vous arrivera un bon jour de pitcher par rapport à votre entreprise. Donc, ça va en tout cas vous poursuivre toute votre vie, dans toute votre carrière. Alors, c'est pourquoi je me dis, il est important que l'on puisse en parler.
D'accord? Il y a de ces personnes qui ont des très bons projets, des très bonnes idées, mais la manière de pitcher n'arrive pas justement à convaincre l'interlocuteur ou encore les investisseurs qui sont devant vous. Du coup, vous perdez comme ça, bien que votre projet soit bon. Alors, il est important de savoir comment pitcher. La première des choses, présentez-vous. Dans cette présentation, il y a juste 3 éléments. Votre prénom, votre nom, mais aussi le nom de votre startup. Jusque-là, vous développez absolument rien. Vous donnez juste le nom de votre startup. Voilà, par exemple, ma startup, le nom c'est Wenze, par exemple. Un exemple en passant ça. Et ensuite, exposez le problème. Donc, racontez, moi, c'est une astuce que je vous donne. Racontez d'abord une anecdote qui vous est arrivée, par exemple, ou un sujet qui concerne tout le monde. Et à partir de là, faites le lien avec le problème en question. Ça va vous permettre justement d'évoluer et que l'interlocuteur puisse dire, OK, d'accord, ça c'est le problème dont on a ici. Alors, mis à part ça, vous devez maintenant présenter la solution à ce problème. Donc, on vient de présenter le problème, n'est-ce pas? Là, maintenant, on présente la solution à ce problème. Donc, ça signifie votre projet maintenant. Expliquez brièvement comment votre Est-ce que vous l'entendez encore? Non, non, on l'entend pas. De connexion. Ah, votre logique et tout le reste, ou trop concentré, et du coup, vous vous perdez un tout petit peu. Non. Le mieux à faire, c'est quoi? Présenter votre projet en étant très relax. S'il faut rire un peu, allez-y. Amusez-vous un tout petit peu en présentant votre projet. Ça va vous permettre d'avancer. Alors, après avoir présenté la solution à ce problème, établissez un lien de confiance avec votre interlocuteur. Ça signifie expliquer-lui en quoi votre approche réaliste, mais aussi réalisable. C'est que la personne qui est au-devant de vous ne doit pas voir que le candidat est plutôt stressé ou n'est pas sûr de son projet, ou il doute un tout petit peu de son projet. Donc, établissez ce lien de confiance avec votre interlocuteur, c'est hyper important. Et pour finir, en fait, par rapport à cette partie justement de pitch, vous devez terminer votre pitch en rappelant justement votre solution. Parce que dans votre pitch, l'interlocuteur va retenir deux choses, le problème, mais aussi la solution. Donc, à la fin de votre pitch, donc, vous devez toujours rappeler votre solution par rapport au problème constaté dans votre communauté, dans votre société, ou encore tout autour de vous. C'est important. Ça, c'est une chose. Et pour finir, en fait, il faut savoir une chose, adoptez votre pitch, encore adapter, excusez-moi, adapter votre pitch par rapport au temps alloué. Croyez-moi, si on vous a donné 1 minute ou encore 1 minute 30, 3 minutes, faites de votre mieux pour que votre pitch puisse être contenir dans les 3 minutes. Sinon, vous risquez de perdre quelques points par rapport à ça. Donc, c'est très, très important. Je pense que c'est ce que j'avais à dire en tout cas pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a une petite question peut-être. oui, en tout cas, merci beaucoup, hein, c'était très pertinent. N'hésitez pas à lui poser des questions parce que je pense qu'il a vraiment, vous allez voir la présentation qui était pour aujourd'hui et qui est dans le workbook, il a vraiment déjà illustré toute cette partie-là du pitch en 3 parties. Est-ce que vous avez besoin de petits conseils par rapport à comment raconter votre anecdote? N'hésitez pas à poser un peu vos questions. Pas de questions? OK, apparemment c'est clair. Oui. OK. Peut-être moi, est-ce que vous avez un exemple ou bien une ligne directrice pour qu'un candidat puisse savoir comment il peut raconter son anecdote? Pour pas que ça fasse trop OK, poésie, mais que ça reste concret. d'accord, parfait. Par rapport à l'anecdote, par exemple, je prends un projet au hasard dans un quartier où les gens ont du mal à trouver l'eau. OK? Les gens ont du mal à trouver de l'eau. Alors, vous pouvez par exemple raconter votre anecdote en disant il m'est arrivé une fois dans un quartier où c'était difficile de trouver de l'eau. Alors, du coup,
Et il y a une personne qui a eu à perdre, par exemple, la vie parce que c'était difficile de trouver simplement de l'eau. Alors, par rapport justement à ma solution, moi, je peux faire une livraison à domicile parce que le quartier n'est pas alimenté à l'eau, par exemple. On peut faire une livraison à domicile ou encore, on peut faire, je ne sais pas moi, comment on appelle encore ça, des trous là, des trucs et tout ça, des puits en fait, des puits pour trouver de l'eau, des forages, voilà. En fait, ça signifie, vous faites simplement une petite anecdote de très simple, disant par exemple, voilà, il est arrivé une fois dans un quartier où une personne est décédée par manque d'eau. D'accord. Juste ça. Ouais. Et puis après, par la suite, maintenant, vous pouvez faire le lien avec le problème. Très, très bien. Et peut-être une autre question. Maintenant, quand ils arrivent avec leur solution, quels sont les conseils pour vous donner pour permettre en fait au jury de très vite comprendre la solution et la valeur ajoutée? Parce qu'on observe souvent dans les concours que le problème, c'est que l'entrepreneur vient avec une solution et on ne voit pas l'innovation. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour très vite faire comprendre pendant un pitch, voilà la solution et voilà en quoi elle est innovante? Voilà, ça c'est vrai, c'est une difficulté pour plusieurs. On peut avoir une solution, mais elle n'est pas forcément innovante. C'est quelque chose qui existe déjà peut-être. Alors, le mieux à faire, en fait, avant d'abord de dire de donner en fait une stratégie au candidat pour montrer combien le projet est important, moi je pense que le candidat doit d'abord chercher à innover justement dans sa solution. Ça signifie apporter en plus une valeur ajoutée par rapport à sa solution. C'est quelque chose justement qui n'existe pas encore. Alors, si cette valeur ajoutée est déjà là, il peut commencer par là, pour dire, par exemple, dans mon projet à moi, il y a telle chose qui n'existe pas ailleurs, qui est une innovation, ou qui c'est unique, parce que des fois, il arrive que ça peut être une innovation au niveau local, dans votre entourage, mais ça existe déjà quelque part ailleurs. Mais quand c'est dans votre entourage ou encore dans votre communauté, c'est une innovation. Cela peut aussi être intéressant ou important. Et qu'on peut signifier cela. Quelqu'un peut fermer le micro? Oui, je pense c'est ce que j'allais dire. J'ai demandé à l'animatrice de fermer. Nancy, est-ce que tu peux fermer les micros, s'il te plaît? C'est écrit pour que... Et le ITEL P36, s'il vous plaît, pouvez-vous fermer votre micro parce que ça vraiment ça empêche de bien pouvoir agir. Merci beaucoup. Je pense que là, ça va. Je pense que là, ça va. D'accord. Alors, lorsque l'on a maintenant une valeur ajoutée par rapport à son projet, donc le mieux serait lorsque l'on présente. Ah, vous êtes mute. Vous avez coupé votre micro. Ouais, votre micro est mute. Voilà. Ah, là, c'est bon maintenant. Alors, du coup, je disais, en fait, lorsque on apporte cette valeur ajoutée à la solution, le mieux serait, dans la présentation de la solution, de signifier que c'est une innovation par rapport à la chose ajoutée, la chose en question. Il faut y mettre un point, en tout cas. Donc, il faut se centrer sur cette innovation, sur cette valeur ajoutée. Cela pourrait justement attirer l'attention du grand jury. Parce que là, maintenant, on va vouloir savoir davantage c'est quoi cette valeur ajoutée, pourquoi on a mis ça et tout le reste. Et si la valeur ajoutée est top, je pense que c'est une bonne clé. Ok, super. Et peut-être une dernière question. Quelle est la meilleure manière de répondre à une question dont on n'a pas vraiment la réponse? Donc, imaginez, le jury demande, je ne sais pas moi, dans 5 ans, votre chiffre d'affaires. Enfin, voilà, une question assez technique. Et l'entrepreneur ne sait pas y répondre. Donc, c'est une question piège. Selon vous, quelle est la meilleure manière d'aborder des questions un peu plus techniques, des pièges? Ok. Ah oui. Plusieurs, en fait, commettent l'erreur de répondre en sortant une réponse dans la tête comme ça pour dire si je ne réponds pas très bien, on risque de me disqualifier peut-être ou on va dire que mon projet n'est pas bon. Et ça, c'est une grosse erreur en tout cas. Parce que là, maintenant, vous allez commettre une erreur. Oh. Oh, on vous a perdu. Je pense que c'est un petit souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Émilie, je t'entends bien. Je pense qu'il a des soucis de connexion, en effet. Oui. Il va revenir. Attendez, je vais juste lui écrire.
On l'a un peu perdu. Je propose de continuer et dès qu'il revient, on pourra écouter la réponse. Alors voilà, donc c'était vraiment important pour nous de faire cette petite introduction avec un expert du domaine et qui pouvait allier cette partie business et développement personnel et parcours d'entrepreneur. J'espère que ça vous a plu aussi d'avoir des conseils d'un avis extérieur, quelqu'un qui a aussi beaucoup fait des concours de pitch et aussi pour vous encourager parce que ici c'est juste une étape. Vous n'êtes pas dans une étape finale, ça fait partie du processus. C'est ce qu'on a vu aussi au dernier workshop, c'est que l'entrepreneuriat c'est un parcours d'essai-erreur. Donc vous essayez, vous mesurez, vous testez, vous reproposez et vous allez peaufiner et avancer. Ce concours, c'est aussi un tremplin justement d'essai-erreur. Ça veut dire vous allez recevoir un feedback et dans chaque feedback, le but c'est de vous faire encore plus avancer. Donc c'était vraiment le message aujourd'hui que je voulais vous faire passer avant de parler de chiffres ou autres. C'est vraiment trust the process. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe les feedbacks, ça fait partie d'un processus, ça fait partie d'un cycle d'apprentissage. Vous apprenez, vous peaufinez, vous améliorez et vous proposez alors un service qui est amélioré, un produit qui est optimisé ou même une stratégie qui a pivoté. Donc à chaque fois, finalement, vous avancez de plus en plus vers votre solution. Et un autre élément aussi important, c'est soyez vraiment à l'écoute de votre marché. Ne pensez pas votre business dans votre tête, oui, ça va marcher, c'est innovant. Non, pensez vraiment à ce que dit le marché en ce moment même, ce que prévoit le marché. Donc, vous savez, quand on fait l'analyse SWOT, on pense aussi aux prédictions, à ce qui peut arriver, aux opportunités et ce que dit votre client. Ne pensez pas trop large, mais attardez-vous vraiment sur une cible bien précise. On a parlé de persona, eh bien, il y a une cible bien précise. Et vous savez, même nous, dans notre expérience, chaque année, je pense, on peaufine cette cible. Nancy est là, elle peut le dire, c'est qu'au début, je disais, je veux accompagner les femmes entrepreneurs. Clairement, on n'accompagne pas que les femmes entrepreneurs, mais c'était la première cible. Et puis, on s'est rendu compte, dans les femmes entrepreneurs, c'est même pas question d'âge, mais il y a un profil, il y a comment je peux dire ça? Il y a un driver bien spécifique à cette femme entrepreneur qu'on accompagne. Il y a des valeurs spécifiques, elle a des habitudes bien précises. Et donc, on se rend compte aussi que ce n'est pas toutes les femmes entrepreneurs, qu'elles ont certaines habitudes, elles ont certains besoins, et ce sont ces besoins-là que le cabinet We Consulting peut vraiment voilà, travailler et répondre. Donc, ce n'est pas pour c'est pas pour tout type de profil. Donc, vraiment, prenez le temps de vous focaliser, de bien connaître votre clientèle. Et de là, tout va découler. Du coup, votre stratégie, elle sera du coup vraiment adaptée à cette clientèle. Donc voilà un peu. Donc ici, moi, ce que je proposais, on avait dit première partie, c'était business model, deuxième partie, plan financier. Mais l'idée, c'est de parcourir en fait avec vous le workbook, tout simplement, pour voir si vous avez des questions et voir, voilà, si c'est vraiment une discussion, hein. L'idée, c'est pas juste faire une présentation et vous m'écoutez. Vous pouvez poser vos questions, parce que ce workbook, l'idée, c'est que ce soit vraiment un guide pour vous, pour bien préparer le pitch. J'insiste sur un élément aussi, le workbook, l'idée, c'est pas que tout ce qui est dans le workbook doit être présenté lors du pitch. Un pitch, c'est l'art de convaincre. Donc, c'est l'art de convaincre en très peu de temps. Par contre, l'idée du workbook, c'est de vous permettre de rapidement maîtriser tous les éléments autour de votre business pour qu'au moment où on vous pose des questions, vous savez y répondre. Le meilleur exemple, c'est que vous allez faire un très beau pitch et puis on va vous demander, oui, de quoi sont composés vos coûts de production, et là, vous ne savez pas répondre. Alors non, c'est une conversation en fait. Il y a le pitch et puis il y a l'échange. Et dans l'échange, c'est important aussi que vous puissiez démontrer cette maîtrise que vous avez par rapport à votre business, par rapport à votre marché, par rapport à votre revenu. Émilie? Oui? Excuse-moi, c'est parce que mon gars est entré. Oui, pas de problème, j'ai vu. Ok, super. Super. Ah, mais bonsoir, rebonsoir. On vous a perdu, mais vous êtes revenu. Donc, je ne vois plus. Par contre, voilà. Oui. Bonsoir, rebonsoir, mon gars. Je vais vous laisser terminer donc sur la question qu'on posait de comment bien répondre aux questions du jury, les questions un peu pièges. Okay. Donc voilà. OK. Oui, on vous écoute. OK. Attends, mes excuses d'abord, c'est un problème de connexion, comme en fait. Il n'y a pas de problème. En fait, par rapport à ça, j'ai disais plusieurs personnes commettent cette erreur monumentale de dire, par exemple, voilà, moi, par rapport au projet de 5 ans, le plan d'action est tel qu'on crée un plan. Et du coup, on va vous poser d'autres questions et ça va vous compliquer très sérieusement
parce que vous n'aurez pas de réponse pour les autres questions. Alors, le mieux à faire, c'est quoi? Par exemple, lorsque on vous pose une question dont la réponse est vraiment incognito, le mieux à faire, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, ensemble, avec l'équipe, nous sommes en train d'y réfléchir. On n'a pas encore une solution appropriée par rapport à ça, mais on y réfléchit encore. Sûrement, dans peu, on va trouver la réponse ou la solution au problème posé. Là, c'est mieux. Les grands juristes, ils disent, OK, d'accord, ils n'ont pas encore travaillé sur ça. Mais lorsque vous voulez créer quelque chose là, du coup, c'est un grand piège et vous allez tomber. Donc, le mieux serait de, n'est-ce pas, de dire simplement qu'on travaille encore par rapport à ça ou on y réfléchit encore. Et c'est un cours, par exemple. Là, ça va vous permettre d'être à l'aise et de continuer bien la suite. OK. En tout cas, merci. Réponse très précise et c'est très intéressant et très important ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on a tendance à répondre un peu comme ça, alors qu'on aime bien le dire, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est de voir votre mécanisme. Merci à vous. C'est bon. Ah oui, voilà, voilà. Et de voir votre mécanisme de raisonnement. Donc, l'idée, c'est pas de donner les meilleures réponses, mais de vraiment savoir défendre et dire, voilà, ça, on va y penser, voilà comment on va se projeter. Et voilà, que le jury ait une idée claire de votre état d'avancement. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention, pour vos encouragements. Je vois que M. Marc Teddy Mukonde a levé la main. Je ne sais pas s'il a une question. Monsieur Marc. J'ai une question. Oui, on vous écoute. Oui, la question est de savoir, est-ce qu'on peut parler de la viabilité lors du pitch sans toucher les chiffres? Justement, là, c'est clair. Ça, c'est vraiment ça. Non, il y a eu une question, c'était est-ce qu'on peut parler viabilité, Merci à vous, c'est vraiment un grand plaisir et je suis très honoré de partager ce moment. Merci. Monsieur Monga, je pense qu'on est un peu décalé. Il y a eu une question pour vous, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu parce qu'on est en décalage à cause de la connexion. Aïe, aïe, aïe. Ça va. La connexion pose vraiment problème. Sinon, merci à vous, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec tout le monde. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, on vous enverra les questions. On vous enverra les questions s'il y en a d'autres. Merci beaucoup. Hein. Excellente soirée. Ça va. Pareillement, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, monsieur Marc Teddy, vous avez posé une question très pertinente. Il y a aussi un autre membre. Est-ce que monsieur Cédric Zinga peut peut-être y répondre, comme il est membre organisateur et aussi membre du jury. Hein. Est-ce qu'il peut peut-être répondre à cette question? Bien sûr. Est-ce qu'il peut reformuler la question? Parce que j'entendais la question, j'entendais le décalage de la réponse de M. Monga, mais s'il peut juste reprendre la question, je pourrais y répondre. D'accord. Merci. Je disais, lors d'un pitch, est-ce qu'on peut démontrer la viabilité du projet sans toucher les chiffres? Je déconseillerais de le faire pour une raison très claire. C'est que le pitch, comme l'a indiqué le confrère, est limité dans le temps. Si vous commencez à me donner des chiffres par rapport à la faisabilité, à n'importe quel autre facteur que constitue votre projet, je risque de susciter d'autres questions et on sort du pitch qui, lui, devrait consister à vous présenter. Qui est-ce que vous êtes? Quel est votre projet et quelle est la solution qu'apporterait votre projet. Et on devrait se limiter à ça pour que je puisse, en tant que jury, accrocher à votre idée et peut-être l'accompagner. C'est juste créer cet engouement du jury pour pouvoir accrocher. Maintenant, si vous voulez me présenter des chiffres, oui, ce sera dans le développement, mais pas dans le speech. Je le déconseillerais parce que ça risque de vous emmener dans une diversité d'éléments. Par exemple, le chiffre d'affaires, combien vous avez déjà actuellement, combien est-ce qu'il pourrait, on rentre de la spéculation et pas forcément des faits concrets. Donc, je le déconseille. Et restez dans l'essentiel de qui vous êtes et votre projet. Tout à fait. Merci. Je confirme. Je confirme totalement. D'ailleurs, ici, ça va compléter un peu la présentation qu'on vient d'avoir. Le pitch, en fait, vous devez vraiment le diviser en 3 parties, mais maîtriser effectivement les éléments de votre business model et plan financier pour la partie développement. Donc, c'est vrai que c'est important, comme l'a dit M. Zinga, de comprendre qu'il y a le moment de pitcher. Le moment de pitcher va susciter en fait cette curiosité, cet engouement par rapport à votre idée business, par rapport à votre solution. Et alors, justement, maintenant, le jury va aller dans la phase de développement où il va pouvoir vous poser des questions. Donc, vous, quand vous préparez ce concours, vous devez préparer un peu les 2 phases. Donc, la phase du pitch,
donc savoir comment le présenter, susciter l'engouement, et puis la phase aussi de développement, donc bien maîtriser d'autres éléments. Donc voilà un peu. Donc ici, on a 3 parties qui sont très importantes dans le pitch. Le storytelling. Est-ce que vous connaissez le storytelling? Donc, derrière storytelling, il y a story, histoire, et telling, ben, raconter. Donc, vraiment, le storytelling, c'est l'art de raconter, en fait, une histoire. L'art de raconter, de pitcher votre marque. Donc, c'est important que vous vous rendez compte, quand vous ne pitchez pas une idée. Vous pitchez une vision, vous pitchez, en fait, une histoire de marque. Et cette histoire de marque, elle est importante surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec l'ère du digital, comme je vous l'ai dit, les consommateurs sont connectés. Ils sont connectés et ils ont le pouvoir, clairement. C'est eux-mêmes qui vont définir aujourd'hui votre service. À la limite, c'est eux qui définissent même le prix qu'ils veulent mettre sur votre produit parce qu'ils sont connectés et donc ils ont beaucoup plus d'influence. Et donc finalement, aujourd'hui, le consommateur, il ne consomme pas juste votre produit, mais l'histoire derrière le produit. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Monsieur Monga a parlé de cette fameuse anecdote. Donc, l'anecdote permet de contextualiser, en fait, votre solution et, comme j'aime bien le dire, de la mettre en scène. C'est très important, même quand vous êtes face à un jury, de connaître aussi ce jury pour savoir justement qu'est-ce qui va pouvoir toucher votre jury, donc par rapport à la mise en contexte. Donc voilà, ça c'est déjà un élément très important, donc le storytelling. Donc moi, c'est la question en fait que je voulais vous poser ce soir, mais quelle histoire allez-vous raconter? Attention, j'insiste vraiment, l'histoire ne veut pas dire nous faire un poème de la fable de Jean La Fontaine. C'est vraiment l'idée de mettre en scène cette anecdote qui va spotter, qui va identifier le problème et la solution auquel vous allez répondre. Et ça permet aussi de susciter justement cette curiosité et cet intérêt par rapport à votre solution. N'oubliez pas, dans un concours, on juge la forme et aussi le fond. Donc le fond, vous pouvez avoir un très beau business model, une très belle solution, mais il faut savoir maintenant comment la vendre. Et donc derrière le pitch, il y a aussi l'art de vendre. Donc voilà un peu. Donc votre pitch en 3 parties. Donc d'un côté, le storytelling, mais le storytelling part aussi de vous, de ce que vous avez comme vision par rapport à un environnement. Parce que finalement, le problème que vous allez identifier, il part de vous. Moi, par exemple, je voulais vraiment accompagner les femmes. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec une femme, donc ma maman, qui est entrepreneur et qui a fait énormément de choses. Ma maman manquait justement de cette structure-là pour l'accompagner. Donc, c'est dans mon regard de femme et par rapport à mon environnement que j'ai pu identifier des choses. Ça ne veut pas dire que vous devez raconter votre vie pendant le concours. Là, c'est vraiment pour vous de prendre le temps aussi de voir finalement qui êtes-vous en fait, de partir de vous, parce qu'un projet d'entreprise part vraiment de vous, du regard que vous allez porter sur le marché, il part de vos forces. Quand on a parlé de proposition de valeur, on a parlé d'expertise, mais finalement, c'est aussi sur base de vos forces. Par exemple, nous, on est des créatifs, je travaille avec Nancy, on est 2 personnes ultra créatives, mais ça fait clairement partie de la proposition de valeur de ce qu'on peut proposer à nos clients et de ce qu'on veut qu'ils retiennent de l'expérience WeConsulting. Donc voilà, donc c'est important de prendre le temps d'abord de se connaître pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, j'aime bien le dire, c'est pas juste une aventure de chiffres, c'est une aventure aussi humaine, c'est une aventure où vous allez un peu embrasser toutes vos limites. Et donc c'est important vraiment de prendre d'abord cette première phase pour se demander quelles ont été vos plus grandes frustrations, parce que souvent c'est de là où naissent vos idées business. Sur quels principes et valeurs se base votre activité? Donc on ne vend pas juste des chaussures pour vendre des chaussures. Il y a des valeurs derrière, il y a des valeurs liées par exemple à la transparence, liées à l'écologie, donc liées au développement durable. Donc voilà, c'est vraiment important de tenir compte à l'intégrité, à l'excellence. Par exemple, nous, notre cabinet, on voulait vraiment comme prôner l'excellence. Prôner l'excellence, ça exige aussi d'être exigeant envers nous-mêmes, exigeant dans la manière dont on va procéder, dont on va traiter nos clients, traiter nos dossiers. Donc c'était une valeur qui était très importante, mais qui nous a aussi dicté dans notre parcours de vie. Donc voilà, c'est important de bien connaître vos valeurs et pas juste de mettre des valeurs pour mettre des valeurs. C'est vrai que beaucoup de gens vont dire excellence, mais c'est quoi l'excellence selon vous? Comment vous vivez cette excellence au day-to-day? C'est parce que si vous savez comment vous la vivez, vous allez savoir comment la transmettre. Donc voilà. Est-ce que vous êtes conscient de l'impact que vous voulez créer? C'est très important. Vous ne créez pas juste un produit, mais comme j'aime bien le dire, il y a une vision derrière. C'est le fondement même de votre business, c'est la vision, c'est la stabilité, c'est le why. Donc pourquoi vous créez cette entreprise? Dans quel but? Est-ce que nous, Nancy, on s'est dit, on va juste faire des business plans ou des sites internet ou du growth hacking, accompagner les entrepreneurs? Non, on a une vision derrière, on a un impact qu'on veut créer. On a un impact qu'on veut créer au sein d'une communauté, au sein de la diaspora, au sein du continent africain. Donc, il y a vraiment un impact qui n'est pas juste financier, mais qui est aussi social et autre.
Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Et puis aussi, comment vous projetez dans 5 ans, 10 ans. Parce qu'imaginez, moi, j'ai cette tasse-là. Je peux très bien vous dire que je vends des tasses, ou je peux très bien vous dire que nous sommes une unité de production référencée pour la personnalisation des objets d'entreprise, et avec le même produit. C'est quoi la différence? Soit je me focalise sur le produit tel qu'il est là, c'est une tasse avec un logo, ou soit je me projette vraiment dans les 5 ou 10 ans où je dis que la solution, c'est vraiment d'offrir de la personnalisation pour les entreprises. Et là, en une phrase, j'ai donné la solution, j'ai donné déjà un élément de valeur ajouté et j'ai même donné la cible parce que j'ai parlé pour les entreprises. Et je vous ai même déjà identifié un problème. C'est que je peux même dire pour les entreprises en RDC. Pour vous expliquer, par exemple, que j'ai identifié que dans les entreprises en RDC, beaucoup d'entreprises corporate n'avaient pas encore beaucoup d'éléments qui étaient brandés à leur image. C'est un exemple que je vous donne. Donc, avec une tasse, la manière dont je vais présenter mon entreprise va déjà pouvoir montrer finalement comment je me projette dans 5-10 ans et ça permet aussi au jury de voir le business derrière. Et peut-être qu'en fait, je vais vous dire que la solution, donc c'est ça, c'est une unité de production qui va fabriquer des objets personnalisés pour les entreprises en RDC, mais aujourd'hui, j'ai juste une tasse. Parce que dans mon plan d'action, mon plan de développement, j'ai d'abord commencé avec des produits clés qui sont les tasses. Et je prévois que d'ici 2 ans, j'aurai les bics. Et je prévois aussi que d'ici 2 mois après, j'aurai les planeurs. Donc voilà. Mais si vous vous basez juste, oui, voilà, nous produisons des tasses, on n'aura pas une vision claire de votre vision, justement, et de la manière dont vous vous projetez dans 5-10 ans. Donc ça, c'est un élément très important, justement, dans votre storytelling, dans l'art de raconter votre entreprise. Alors, c'est de penser vision et non seulement produit d'abord. Alors, un deuxième élément que M. Monga aussi a spoté, a identifié, c'est le problème. Donc, finalement, vous répondez à un problème. Donc, j'aime beaucoup cette phrase qui dit les gens n'achètent pas what you do it, donc ce que tu fais, but why you do it. Pourquoi tu le fais? Et ça, c'est très important aussi. C'est que ce qui va pousser un client dans sa décision d'achat, c'est le pourquoi et pas ce que tu fais. Tu peux vendre ce que tu veux, en fait. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, ça m'a toujours étonnée, c'est que je n'avais pas de produit clair. Je ne savais pas si c'était des business plans, je ne savais pas si c'était des plans financiers. Mais par contre, ce que les gens avaient compris, c'est pourquoi je le faisais. Mon objectif, c'était d'aider un entrepreneur à aller d'un point A à un point B. Ça a commencé avec des business plans. Ça a été ensuite des événements de networking. Ça a été ensuite des concours. Ça a été ensuite des business models, des ateliers. Et en fait, c'est tout un package qui s'est créé, mais qui répond à ce why. Et le what peut changer. On est confiné maintenant. Je ne peux plus faire d'événements. Mais je continue avec mon why plutôt que mon what. Donc, ça veut dire que oui, les événements, il n'y en a plus, mais on fait d'autres choses. On fait le concours Crédasure Consulting, on va accompagner les entrepreneurs. On fait plein d'autres choses pour toujours être dans ce why. Et c'est ça que les gens achètent avant tout. Et donc, quand vous identifiez les problèmes, il y a 3 niveaux de problèmes. Il y a le problème externe qui dépend d'un facteur externe. Donc, c'est dire, comme on a mis l'exemple, vous avez des fuites. Donc, il y a des fuites d'eau dans la maison. Le plombier arrive, donc il répond à ce problème. Il y a des rats. On crée une entreprise de dératisation donc pour solutionner justement ce problème qui est vu, qui est matérialisé. Donc, il est vraiment matérialisé. C'est un problème primaire. Et puis, il y a le problème interne, qui est plus lié à une frustration profonde. Donc là, on arrive déjà un peu dans les valeurs. Donc c'est, je veux manger sainement, je ne veux pas manger de la fast food. Et donc c'est comme ça qu'il y a plein d'entreprises qui créent du smart food. Smart food, par exemple, est-ce que vous pouvez couper votre micro parce que sinon ça résonne? Donc, Smart Food, par exemple, c'est l'exemple, c'est de HelloBox qui dit, OK, il y a des personnes qui ont une frustration parce que comme elles travaillent trop, elles rentrent tard, elles n'ont pas le temps de manger sainement. Elles doivent s'arrêter au quick. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, non, il faut qu'on crée aussi le quick sain. Ou bien ces box qui sont fraîches et qui vous permettent à quelqu'un qui travaille tard de pouvoir quand même manger sainement à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est un peu une frustration. Donc, c'est le problème interne. Et puis, on a le problème philosophique. Donc, lui, on est encore plus dans l'histoire, dans le sens recherché par rapport à ce qu'on fait. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, finalement, vous pouvez avoir plusieurs problèmes. Vous pouvez avoir le problème externe auquel vous allez répondre, mais vous allez y associer tout un problème philosophique. Et là l'exemple, c'est chacun devrait bénéficier du même traitement. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui,
Nous, on accompagne finalement tout type d'entrepreneurs, mais je voulais quand même rajouter cette notion, ils ont appelé ça philosophique, mais on pourrait même dire un peu d'éthique et de valeur, qui était que les femmes aussi puissent être mises en valeur, mises en avant. Donc, il y avait plusieurs problèmes que vous pouvez aussi combiner. Donc ça, dans votre pitch, ça doit être clairement identifié. D'une part, dans l'anecdote de départ, dans l'histoire que vous allez raconter, mais aussi de dire, voilà, nous avons observé tel problème, tel problème, tel problème. J'irai même plus loin, c'est que soyez factuel. S'il y a des chiffres qui peuvent être associés à ces problèmes, c'est important de les montrer. Si vous me dites, il y a de la pollution en Afrique, on va faire un problème, non. C'est de dire 50% des entreprises ont vécu ça, et ça crée de la pollution. 50%, je vous donne un exemple, hein, quelqu'un qui veut faire de, je sais pas moi, de la récupération de déchets ou bien d'aliments jetés à la cantine, pardon. Il va se dire, eh bien, on a observé qu'une entreprise sur deux jette à chaque fois sur le temps de midi 60% de ses aliments préparés. Donc, ça veut dire qu'ils n'estiment pas bien les quantités d'aliments qu'il faut mettre à disposition de leurs employés. Ça, c'est un chiffre précis. Là, vous montrez qu'il y a un besoin sur le marché. Parce que j'aime bien insister là-dessus. Si vous êtes sur un business et vous dites « je suis le seul », c'est une innovation, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que ce n'est pas nécessairement un indicateur d'une bonne chose. Pourquoi? Parce que moi, en tout cas, quand j'ai déjà été jury de concours, je vais me dire « mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de marché ». Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui a pensé à cette idée? Non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé à cette idée, mais à un moment, il a développé et sans nous, ça ne fonctionnait pas. Moi, j'ai un peu ce raisonnement-là. J'ai un peu un raisonnement assez picky. Et donc, je vais me dire, non, alors c'est qu'il n'y a pas de marché ou bien c'est que le client actuel n'est pas prêt à renoncer à sa solution actuelle pour résoudre ce problème. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier un problème. Il faut aussi se poser la question, est-ce que même le client est prêt à payer pour résoudre ce problème? C'est pour ça que nous, quand on fait des analyses qualitatives, on creuse plus loin, c'est de dire, voilà, maintenant, est-ce que vous êtes prêt à payer pour résoudre ce problème? Et si oui, de combien? Donc nous, voilà, dans nos analyses, on essaie de voir aussi tout ce qui est prix psychologique, dire, oui, mais combien vous êtes prêt à mettre alors pour résoudre ce problème? Et c'est là qu'on s'est déjà rendu compte pour certains clients que c'était un problème identifié, mais que les clients n'étaient pas prêts à payer une grosse fortune pour le résoudre. Et donc c'est là qu'on voit comment on peut pivoter la solution. Donc ça, c'est aussi un élément important. Je sais qu'il ne vous reste pas beaucoup de jours pour la demi-finale, mais je vous assure, hein, si demain, vous vous asseyez juste, vous prenez 4-5 personnes, vous leur passez un coup de fil. Parle-moi un peu de tes habitudes par rapport à votre business et vous identifiez et vous creusez. Donc, c'est juste un petit coup de fil pour en savoir plus sur le problème qu'il rencontre par rapport à votre business, ce qu'il est prêt à débourser pour le solutionner, ce qu'il utilise pour l'instant pour remplacer tant qu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est un peu l'élément de substitution. Et ça va déjà vraiment vous aider à bien clarifier et savoir comment communiquer le problème que vous observez sur le marché et auquel, bien sûr, vous allez répondre. Donc, on a vu, votre histoire qui part de vous. Donc, qui es-tu? On ne vous demande pas de raconter votre vie, mais juste de se présenter. Et il y a une manière, il y a peut-être des mots forts. Par exemple, moi, je vais dire, voilà, je suis Émile Boukaï, la cadette d'une famille de 4 garçons. Et voilà ce que... Et des fois, en fait, je le dis pour positionner déjà, finalement, ma sensibilité par rapport à mon combat que j'ai eu en tant que femme, de devoir évoluer au sein de 4 garçons. Je ne dis pas grand-chose d'autre, hein, je ne raconte pas ma vie, ou bien je fais une petite blague, et puis je vais directement sur l'anecdote. Mais tout est lié. Donc, c'est vraiment ça la subtilité, en fait, à trouver. C'est chacun qui raconte son histoire comme il veut le raconter, mais toujours dans le but d'amener, d'abord de séduire votre jury, de le rendre sensible à votre histoire et de le rendre curieux par rapport à votre idée business. Et tout ça en respectant, bien sûr, le timing. Alors, donc voilà, donc dans le workbook, on vous a vraiment mis donc un espace pour vous y répondre. Donc prenez le temps de répondre aux problèmes. Ça ne veut pas dire que ça doit être dans les 3 cases. Ensuite, donc votre persona, donc là on a déjà bien expliqué, donc vraiment quels sont les freins. Donc c'est votre client cible, donc celui que vous allez peut-être appeler demain. Ben, notez quels sont ses objectifs de vie, à quelle communauté il appartient, même les comptes Instagram qu'il suit, les émissions TV qu'il regarde, quels sont les médias de communication qu'il utilise. Est-ce qu'il regarde la télé? Est-ce qu'il lit le journal? Quel type de journal? Quel type de réseaux sociaux? Comment il va découvrir alors votre service ou votre produit? S'il a des freins par rapport à votre service, par exemple, c'est trop cher, je ne connais pas. Mais quelles sont les pistes de solutions que vous allez mettre en avant? Par exemple, on a une cliente qui avait vendu un service vraiment de branding design bien spécifié. Donc, branding design, donc elle crée l'identité visuelle, la typographie. Et on s'est rendu compte que son service était très important, mais du premier coup, les gens n'allaient pas prendre.
Parce que quand tu leur dis tu payes 500 € et tu as toute ton identité visuelle, ils vont dire non, je vais faire moi-même, je vais prendre mes mêmes couleurs moi-même, je vais demander à ma sœur de faire un logo. Et donc, je lui ai dit il faut que tu penses les choses différentes, parce que c'est un frein, le prix est un réel frein. Donc, j'ai dit il faut que tu vendes un package. Donc, c'est comme ça que d'ailleurs, on travaille en partenariat pour vendre un package complet où on dit on vous accompagne, on travaille votre image. Et donc, la personne n'a pas l'impression qu'elle paye juste pour des couleurs. Elle paye pour un accompagnement global et dedans, il y a le branding. Autre chose pour contourner ce frein-là, c'est d'offrir une séance gratuite. Donc, dans le conseil, par contre, ça, c'est des trucs qu'on fait beaucoup parce qu'au début, le métier de conseil n'était pas compris. On dit j'ai pas besoin. Alors, on fait une séance gratuite. On t'explique et après, tu choisis. Donc, voilà un peu le type de piste de solution que vous devez penser par rapport à votre service, votre produit. Je pense qu'on a parlé, par exemple, du business de l'entrepreneur qui avait une plateforme. On avait parlé... Est-ce que c'était un système d'essai? Je ne me rappelle plus, mais il m'avait déjà donné une piste de solution par rapport aux freins qu'il avait observé, donc que les clients avaient peur par rapport à la sécurité de leurs données, par rapport à la sécurité de paiement. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses que vous devez maintenant envisager. Donc, quelles sont les pistes de solution par rapport à ces freins-là? Et ça ne veut pas dire que vous devez les mettre dans votre pitch, mais ça veut dire que vous devez maîtriser ça. Comme ça, pendant les questions et réponses, la phase développement, mais vous pourrez approfondir ces points. Alors, ensuite, votre solution. Donc là, c'est de dire, voilà, tu as identifié le problème. Maintenant, quelle est ta solution? Pourquoi les clients choisissent tes services et pas ceux des concurrents? Donc, dans votre solution, vous décrivez votre solution. On doit bien comprendre votre expertise aussi, l'expérience client que vous devez créer derrière. Et donc, voilà, comme on a déjà dit tout à l'heure, donc la valeur ajoutée. Donc, avec cette solution-là, on doit bien ajouter parler de cette valeur ajoutée, de ce qui vous différencie, de ce qui crée de la valeur chez votre client. Alors, juste un petit instant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais que je vais vite. L'idée, c'est que vous en sachiez vraiment un max. N'hésitez pas à poser des questions. Parce qu'alors, sinon, je me dis, est-ce que je parle à un mur? Est-ce qu'il y a des personnes ici? Est-ce qu'il y a des demi-finalistes? Est-ce qu'il y a des finalistes au concours Crédasure Connect? Oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. D'accord. Yes, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez peur? Non, même pas. Nous sommes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute? Non. Mais moi, je n'aime pas faire des monologues. C'est la première fois que j'ai des personnes aussi calmes. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Ça va? Donc, je me présente, Christian Waiwai. Oui. J'avais une question par rapport au dernier workshop. Est-ce que les vidéos de dernier workshop sont sur YouTube ou pas du tout? Je pense que oui, je peux voir avec Esther. Elle a enregistré, donc on pourra t'envoyer, mais il y a les supports aussi qui sont là. Donc, voilà. D'accord, merci. Super présentation. Merci. Merci. Mais alors, justement, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Oui, j'aime bien les questions. Je t'écoute, Catherine. Je demande, lors du pitch, quels sont les points clés qu'on doit aborder en dehors de sa présentation, de son storytelling, du problème, de la solution et autre chose? Quel autre détail on doit donner? Parce que vu qu'on est chronométré, je pense que c'est 3 à 5 minutes. Oui. Alors, c'est vraiment ça. C'est de dire, voilà, je suis moi, j'ai observé, vous connaissez cette femme, ou bien vous racontez une petite anecdote, et c'est là que j'ai observé tel problème. Elle n'avait pas ça. Donc là, vous spotez les problèmes. OK? Donc, présentation. Je dirais anecdote pour mettre la mise en contexte, très importante. 2, on va vers le problème. Et 3, on va vers la solution et la valeur ajoutée. Et si on retrouve déjà ces éléments-là, pour moi, vous êtes déjà dans le bon. Maintenant, dans le problème observé, par exemple, vous pouvez aller un peu plus loin dans le marché et dire, voilà, vous avez observé un problème par rapport à l'anecdote que vous racontez et vous amenez sur le marché et dire, et finalement, on observe que sur le marché, X% des entreprises ont ce même problème. Donc, c'est important de partir de quelque chose de plus local à quelque chose de beaucoup plus global. Donc, dans la partie problématique, je dirais qu'elle est en 2 niveaux. Elle est par rapport à votre observation et par rapport après à votre analyse plus en profondeur. Voilà ce que vous en avez retiré. Et donc, c'est comme ça que la solution est née. Cette solution, elle fait ça, elle vise telle entreprise ou telle clientèle avec telle valeur ajoutée. Alors, un autre élément qu'on n'a pas remis ici,
mais qui est important comme dans le pitch, même en terminant, c'est qu'on ait une idée claire de votre état d'avancement. Et même, je dirais, de votre call to action, de ce que vous avez besoin, pourquoi vous êtes là. Maintenant, ça, c'est un peu en fonction des personnalités, mais je vous dis, c'est important qu'on retrouve dans le pitch votre call to action aussi. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'il y a des personnes il y a le jury, puis il y a des personnes dans la salle aussi qui peuvent entendre et se dire, ben moi, je vais l'aider. Elle recherche quelqu'un qui fait un site internet. Nous, on peut faire un site internet, on veut soutenir cette entreprise. Ah, elle recherche un partenaire qui va pouvoir distribuer ou bien lui fournir de l'emballage. Mais nous, on est une entreprise d'emballage, donc on va la contacter. Donc, au-delà du pitch business, c'est aussi important qu'on voit vraiment finalement votre plan d'opération, sans aller en détail, mais plutôt de savoir, oui, voilà, votre état d'avancement et ce dont vous avez besoin. On appelle ça le call to action. Terminez vraiment un pitch, pas en disant, voilà, merci. Non. Sans en disant, ben, voilà, la solution, c'est, et vous donnez vos petits slogans, ça c'est important aussi. Et donc, pour ce faire, nous avons besoin de ta. Si vous voulez soutenir notre projet, aujourd'hui, nous avons déjà la plateforme, le site internet, mais si vous voulez aller plus loin avec nous, nous vous invitons. Donc, vous voyez, en une phrase, je dis mon état, ce que j'ai déjà investi. Bien, aujourd'hui, nous avons fini la phase de testing. 50% des clients ont été satisfaits, non, plutôt 80% des clients ont été satisfaits. Maintenant, si vous voulez avancer avec nous, nous lançons un crowdfunding. Ou bien donc vous voyez, d'avoir une vue claire de ce dont vous avez besoin et dans quelle trajectoire vous avancez. Ça va, Pétronie? Est-ce que ça te semble clair? Ça va, merci beaucoup. Je suis éclairée. Ah, super. Donc voilà, ça c'est vraiment le focus principal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Oui, j'ai entendu aussi. J'ai une préoccupation. Oui, je disais, moi, j'ai une préoccupation. Oui, mais j'entends pas, je ne vois pas c'est qui parle. Moi, j'aime bien voir les noms. C'est qui parle? Théo? Théo. Ah oui, Théo. Je t'écoute, Théo. Oui. Voilà, je voulais juste savoir, parce que vous nous parlez du pitch. Alors, moi, je veux peut-être que vous nous fassiez une différence peut-être entre le pitch que nous devrions présenter devant des investisseurs et des pitchs qu'on va présenter justement dans une salle où il y a des potentiels clients, des prospects, parce que là, peut-être il y a une confusion aussi. Peut-être on nous appelle dans une salle, ça je donne un cas de figure, on vous dit, vous devriez justement à cette occasion-là présenter vous devriez pitcher en tant que chercheur de financement, par exemple, et d'opportunités d'affaires et tout. Je ne sais pas si vous avez compris ma préoccupation et puis voilà. Tout à fait. Alors, c'est une bonne question et je vais te dire, la précision, elle est entre les deux. Effectivement, il y a le pitch utilisateur et le pitch investisseur. Mais dites-vous que là, vous êtes dans une salle où il y aura des jurys qui sont des potentiels investisseurs et utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on part du pitch pour les convaincre d'abord d'être des utilisateurs, donc l'histoire, le problème et la solution. Et puis, on montre que le projet est porteur avec cette phrase, par exemple, de dire, voilà, nous avons testé, 50% des clients ont été satisfaits. Et là, maintenant, vous suscitez l'intérêt des investisseurs qui peuvent creuser, s'il y en a parmi le jury, qui peuvent creuser dans la partie développement. Mais le pitch, ici, on ne vous demande pas de vendre des chiffres. Et d'ailleurs, M. Zingal a bien insisté, on ne vous demande pas de vendre des chiffres. Et d'ailleurs, M. Zingal a bien insisté, l'innovation. Je dirais que le mot-clé ici, quand même, c'est l'innovation aussi. Donc, de montrer que vous avez maîtrisé un marché, que vous avez observé un besoin et que vous avez innové par rapport à ce besoin. On est vraiment focalisé là-dessus. Mais vous devez maîtriser vos chiffres, effectivement, pour que dans la phase développement, un utilisateur potentiel, qui est peut-être aussi un investisseur potentiel, puisse vous poser des questions et auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et il y a une manière de faire pour que vous puissiez montrer quand même que votre projet, d'une part, soit il est rentable, ou bien vous maîtrisez la rentabilité sans aller dans les chiffres. Il suffit de parler, par exemple, d'intérêt client. Parce que vous savez, c'est ce que j'allais vous dire, même dans la partie financière, avant tout, si quelqu'un n'a pas de notion en comptabilité, c'est quoi la rentabilité? La rentabilité, c'est un peu finalement la différence entre vos entrées et vos sorties. OK? Et donc, dans votre manière de pitcher, si vous montrez que vos entrées, non pas en termes de chiffres, mais qu'il y a une réelle clientèle ou bien un potentiel client large, vous êtes déjà en train de montrer qu'il y a une certaine traction client. Et derrière traction client, ben, il y a ce chiffre d'affaires. Vous voyez? Donc, il y a moyen de parler
je dirais pas de parler, d'intéresser par rapport à la rentabilité de votre business sans parler chiffres. Et d'ailleurs, on parle souvent de traction client, de montrer qu'il y a une réelle clientèle, il y a un potentiel de marché. Donc, je vous conseille vraiment de vous orienter beaucoup plus sur le potentiel de marché que sur le chiffre d'affaires clair. Et ça, vous inquiétez pas, ce sont les règles. De toute façon, dans un concours, nous, on a envoyé le workbook aussi aux membres du jury. Donc, ils suivent aussi cette guideline-là. Où ici, l'idée, c'est que vous puissiez susciter l'intérêt et que pendant maintenant la phase de développement de questions-réponses, vous puissiez défendre. Et c'est ça qu'il y a quand même un temps prévu pour le pitch et un temps prévu pour la défense. Donc, si tu veux pour ta réponse, c'est comme si tu avais le pitch plutôt utilisateur, mais une défense après qui peut virer vers le pitch investisseur. Est-ce que ça te semble clair? Oui, un petit peu clair. Tu peux me donner des exemples de choses que tu te dis, est-ce que je dois le dire ou pas? Peut-être que tu peux me donner des exemples. Monsieur Zinga, peut-être aussi, peut nous éclairer. Tu peux me donner peut-être des exemples des éléments où tu te dis, est-ce que ça, je dois parler ou pas, peut-être? Ben, peut-être, je sais pas, je crois, bon, je crois pour, en tout cas, devant le membre du jury, je crois pitcher comme étant quelqu'un qui suscite l'intérêt des investisseurs et tout. Mais je ne me voyais pas vraiment le faire comme devant des potentiels clients et puis voilà. C'était ça que moi, je me dis. Non, on n'est pas devant des potentiels clients. Non, 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 effectivement. Moi, ce que je t'invite juste, c'est parce que vous devez savoir qu'il y a plusieurs stades d'avancement ici. Si toi, tu as déjà des chiffres et tu as une maîtrise de ton marché, vas-y. D'ailleurs, vous allez recevoir une grille d'évaluation. Vas-y, honnêtement. Et si tu es prêt aussi à répondre aux questions et qu'on te demande c'est quoi ton ratio de liquidité, bon, vas-y aussi. Donc, moi, c'est une stratégie que je vous donne aussi. C'est effectivement, vous devez vous dire que devant vous, vous avez d'une part des potentiels clients et investisseurs. D'accord? Mais moi, ce que je te demande, c'est pas de convaincre, oui, des personnes d'adhérer à ta solution, mais un potentiel investisseur doit être un potentiel client avant tout. Enfin, il doit pouvoir, quand je dis client, c'est potentiel. Ça veut dire qu'il doit pouvoir aimer ta solution pour se dire, je vais investir dedans. Peut-être pas aimer tout, peut-être pas aimer le design de ta solution, mais aimer certaines parties de ta solution. Moi, c'est ça que je veux vous dire. C'est d'abord de convaincre, de susciter l'intérêt, et après, d'aller plus en profondeur si vous posez des questions. Et d'ailleurs, c'est aussi pour pas te tirer une balle dans le pied. Moi, j'ai déjà pitché devant des investisseurs qui m'ont rien demandé au niveau des chiffres. Ils m'ont rien demandé. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient bien le projet. Mais donc, donc, je pars vraiment en connaissance de cause. Ça veut dire que c'est parce que j'ai d'abord convaincu sur la valeur ajoutée du projet. Donc, moi, je dirais que c'est un pitch, si vous voulez, valeur ajoutée. Et vraiment, c'est le défi de créer d'Assure Connect, c'est de mettre en avant la valeur ajoutée de vos projets, de montrer l'innovation que vous allez apporter sur le marché. D'accord? D'accord, d'accord. Top. Je ne sais pas si M. Zinga a un mot à rajouter par rapport à cette question. J'aimerais bien juste, j'aimerais confirmer ce que tu viens de dire, Émilie, pour les personnes qui ne se sont pas manifestées avec des questions. C'est que lorsqu'on vous l'avez déjà conduit cet exercice, on vous a donné, je pense que c'était 3 minutes lors des auditions, c'était 3 minutes pour pouvoir nous pitcher. Souvenez-vous que il y avait certains éléments qui devaient ressortir. C'est premièrement qui vous êtes. Donc, ne rentrez pas dans votre sujet à dire que voilà quel est mon projet, je sais que ça va fonctionner, mais on aimerait savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous a amené à aimer ce projet? Quels sont les éléments accrocheurs dans votre projet? Et pourquoi est-ce que vous-même vous êtes convaincu que ce serait un bon projet? Et si vous arrivez à résumer ça en 3 minutes ou en 5 minutes, peu importe le temps qui vous sera imparti, vous avez déjà attiré l'attention du jury. Après, souvenez-vous encore une fois que pendant l'audition, on vous a posé des questions par rapport aux points qui n'étaient pas clairs pendant le pitch. Donc, c'est déjà une indication sur les points sur lesquels vous devrez travailler si vous ne l'aviez pas fait la première fois. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue, mais cherchez plutôt à améliorer ce que vous avez déjà fait. On ne va pas vous demander de corriger votre projet à 100%, mais plutôt d'y amener certaines améliorations qui pourraient nous convaincre qu'investir en vous serait la bonne chose en tant que personne, qu'investir dans votre projet serait la bonne chose aussi, parce qu'on croit à sa viabilité et à sa... J'entends un micro, je ne sais pas si c'est M. Zinga ou il y a quelqu'un d'autre qui a allumé son micro. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été entendu sur la dernière partie parce qu'il y avait du bruit, mais je vais juste me répéter en disant que
nous devons accrocher sur la personne qui présente son projet. Nous devons aussi accrocher à la viabilité et la rentabilité du projet. Et si vous êtes à même à nous amener ces éléments-là, vous êtes dans la bonne voie. Donc voilà, merci Émilie parce que ta présentation, je pense, est complète, mais bien sûr, chaque personne a besoin d'être rassurée ou peut-être d'avoir plusieurs éléments qui restent encore dans la présentation. Donc voilà, je vous laisse poser vos questions à Émilie et j'espère que ma réponse a pu aider une personne toutes les personnes qui sont restées silencieuses. Oui, merci beaucoup, M. Zinga. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, juste rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est... Oui, j'avais une petite préoccupation. Bon, pas une petite préoccupation, mais juste votre point de vue. Lorsqu'on parle de pitch, est-ce qu'on peut les faire en tête ou on peut l'écrire? Qu'est-ce qui est mieux? Écrire ou bien parler sans en tête comme ça? Merci. Ah, ok. Donc là, on est vraiment sur l'art du public speaking. Donc, vous savez, quand vous présentez quelque chose, moi, je ne vous conseille pas de retenir un texte par cœur. Par contre, je vous conseille de retenir des mots-clés, des phrases. Et le plus important, c'est votre structure. Donc, si par exemple, vous dites, je vais commencer avec une anecdote, eh bien, vous écrivez juste, là, je vais parler de l'anecdote de Maman Marie-France. Et puis après, problème, c'est quoi le problème? En 2 mots. Ok. Et puis après, ma valeur ajoutée sur 3 mots, c'est le design, une expérience personnalisée et une expertise de pointe dans le domaine puisque j'ai 15 ans d'expérience en banque. J'invente. Hein. Donc, ce que j'ai fait, il faut même arriver à résumer en une page où vous allez avoir, vous avez vu la slide où j'ai mis les trois éléments? Mais voilà, avec des mots-clés. Moi, vraiment, ça, c'est mon conseil que je vous donne. N'étudiez pas un texte par cœur. Étudiez d'une part une structure. Donc, la structure doit être claire. Bon, je pense qu'on vous a donné une petite guideline par rapport à votre structure. Et des mots-clés. Et d'ailleurs, un des concepts de l'art de la vente, c'est de pouvoir résumer votre projet en 3 mots. De pouvoir dire la solution, c'est innovation, nanana et nanana. 3 mots-clés. Donc, c'est important de ne pas retenir des phrases. Par contre, une fois que vous avez fait votre structure, que vous avez les mots-clés, vous répétez. Vous répétez, vous répétez, répétez. Juste pour être à l'aise, voir peut-être ce qui cloche, voir s'il y a un message qui n'est pas clair, voir les éléments que vous oubliez, mais vous répétez. Mais ce n'est pas répéter dans le but de connaître son texte par cœur, mais dans le but de maîtriser la manière dont vous allez délivrer maintenant ce message. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres conseils par rapport à ça, mais vraiment, je répète, s'il vous plaît, ne retenez pas par cœur. En plus, ça se voit. Ça se voit. Donc, on voit qu'on dirait que vous récitez un poème ou une fable. Non, vous êtes des vendeurs. Parce qu'on oublie de le dire, vous êtes des businessmen. Donc, businessmen, c'est solution maker. Vous créez des solutions. Vous identifiez des problèmes. Vous avez analysé. Mais ces jours-là, vous êtes des vendeurs. Le meilleur pitch, je tiens à vous le dire aussi, ce n'est pas toujours le meilleur business. C'est aussi celui qui a su convaincre dans sa manière de vendre. Donc là, on a parlé business model, on a parlé cible, mais maintenant, c'est aussi l'art de vendre, l'art de susciter même des émotions. Vous savez, j'ai même mis dans la première page du workbook, quand j'ai parlé de la première partie, ton histoire, c'est important de vous dire quelle émotion vous voulez créer. Vous voulez faire rire? Vous voulez faire penser, réfléchir? Vous voulez mettre un peu mal à l'aise la personne pour qu'elle réfléchisse aux problèmes qu'il y a sur le marché? Vous voulez interpeller? Vous voulez faire, pas pleurer, mais susciter une émotion parce que c'est quand même triste ce qui se passe, vous répondez comme à une problématique qui touche les gens. Donc, essayez aussi d'identifier dans quelle émotion vous voulez mettre. Donc, c'est plutôt ces éléments-là. C'est comme pour quand vous devez faire un discours. Le but, ce n'est pas de retenir par cœur, mais de vraiment dire, en fait, à la fin, quelle est l'émotion que je veux délivrer? Quel est le message clé que je vais délivrer? Même moi, j'ai commencé par quoi? Par vous demander, qu'est-ce que vous avez retenu de la séance dernière? Et j'étais étonnée. Parce que je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses. Et M. Hans Terranova m'a dit, oui, vous avez insisté sur le fait de connaître les concurrents et de savoir comment vous positionner. Eh bien, j'étais contente. Parce que je me suis dit, ah ben ça va, avec tout ce que j'ai raconté, ils ont retenu un élément qui pour moi était essentiel. Quand j'avais vu vos présentations, je me disais, ils doivent comprendre qu'ils doivent maîtriser leur marché, comprendre qui est la concurrence pour savoir comment ils vont se positionner. Donc, je me dis, j'ai dit beaucoup de choses, tout n'a pas été retenu, mais le message essentiel est passé. Et c'est là-dessus que vous devez vraiment travailler. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques par rapport à cette... Oui, je vais rajouter quelque chose, Émilie. Donc, voilà, je ne vais pas trop parler, c'est juste pour moi faire la synthèse. Donc, quand on présente son projet, on doit s'approprier son propre projet.
Donc, tu te mets dans la tête, voilà, c'est mon projet. Donc, je ne l'ai pas lu quelque part. On ne me l'a pas confié. C'est moi qui ai conçu ce projet. C'est moi qui ai initié ce projet. Donc, du coup, c'est quelque chose que je maîtrise par cœur. Donc, je connais bien mon projet et je dois bien le présenter. Et c'est mettre à la place de ton interlocuteur, la personne qui t'écoute, la personne qui te suit. Donc, si j'étais à la place de cette personne-là, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Qu'est-ce que j'aimerais entendre pour, pour, moi je dis, adhérer à l'idée de la personne? C'est dans ça un peu qu'on doit se mettre. Parce que quand tu lis, quand tu donnes l'impression de réciter, les gens vont se dire voilà, que la personne ne maîtrise pas son propre projet. C'est vraiment important de s'approprier son projet, le comprendre, le maîtriser. Et tu as confiance en toi-même. Donc, ce qui fait que voilà, les autres personnes pourront faire confiance en ton projet. Parce que quand tu ne maîtrises pas ton projet, il y a du mal à te croire, à croire à ta vision. Donc, c'est un peu ça que je vais ajouter. Être sûr de soi quand on présente son projet. Tout à fait. Ouais. Et je rajouterais même à ça que finalement, les investisseurs ou les jurys, ils n'investissent pas juste dans le projet, mais ils investissent en vous. Voilà. On a déjà fait des concours où le projet était plutôt classique, mais l'entrepreneur, elle avait un feu et elle était tellement convaincue par ce qu'elle vendait qu'ils l'ont choisi parce que voilà, ils ont d'abord investi. L'investisseur investit toujours d'abord dans l'entrepreneur avant même d'investir dans le projet. Voilà. Donc ça, c'est très important ce que vous avez dit, Madame Esther, qu'effectivement, c'est important de maîtriser son projet et d'avoir confiance en vous, de transmettre cette confiance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'était vraiment très édifiant. Merci beaucoup. De rien, de rien. On compte sur vous alors, hein? On compte sur vous. Ah oui, oui. Les samedis, on sera là. Oui. Alors, un dernier élément qui est dans votre workbook, je ne vais pas rentrer en détail. Ce que je propose, c'est que vous regardiez ça à votre aise. Si vous avez des questions, bon, vous l'avez vu, j'essaie de me disponibiliser au maximum pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, pour la partie financière, comme on l'a dit, ce n'est pas dans le pitch, mais il y a des éléments clés que vous pouvez maîtriser qui sont simples, qui ne vous demandent pas d'avoir fait de la comptabilité ou des finances. Vous avez un business. On a vu les activités principales. Ce qui est important de comprendre, c'est les entrées, ce qui rentre, ce qui sort. Je ne vais pas vous demander de faire la comptabilité. Je vous demande juste de maîtriser qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. De quoi c'est composé. Donc, quand on parle de chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre. D'accord? Donc, si tu vends des mèches, ton chiffre d'affaires est composé de la vente des mèches. Si tu vends avec ça des postiches, il y a la vente des mèches et la vente des postiches. Sauf que dans les mèches, si on va plus loin, en fait, il y a les mèches premium qui se vendent à $100 et celles qui vendent à $50. Donc, ça veut dire que ton chiffre d'affaires est composé de ventes de mèches. Je prends l'exemple d'une plateforme. Il y avait un business qui était dans une plateforme. Parce que c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus différent. La plateforme, de quoi est composé le chiffre d'affaires? Bon, en général, le business model de la plateforme, l'idée, c'est que l'utilisateur ne paye rien. Donc, comment la personne se rémunère par la plateforme? Il peut dire, je vends un espace publicitaire. L'espace publicitaire est de autant pour tel type de cible. Ce n'est pas quelque chose de régulier, c'est en fait, le client, il paye au cas par cas, donc ça revient plus ou moins à 3 annonceurs, donc 3 personnes qui veulent mettre leur pub sur la plateforme par mois. Et on a un pack premium qui est de 100 €. Quand il paye 100 €, là, il est sur la plateforme, sur toutes les bannières de la plateforme. S'il paye 50 €, il est sur quelques espaces. Je ne vous demande pas de répondre comme ça au jury, je vous demande de maîtriser, de comprendre votre revenu modèle. Dans le business model de la plateforme, il y a ça, il y a l'espace publicitaire, il peut y avoir l'abonnement, de dire non, en fait, la plateforme, elle est gratuite pour certains services, mais s'il veut toute l'expérience, là, il doit payer. Donc, il y a un système d'abonnement. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis dans le revenu modèle. Je ne sais pas s'il vient encore après. Attendez. Voilà, ici. Du coup, ça va vous aider à bien notifier et bien identifier les sources de votre chiffre d'affaires. Donc, qui paye, combien on paye. Donc là, déjà, on peut voir un peu alors les sources de chiffre d'affaires. Et comment est-ce qu'on paye? Est-ce que ce sont des abonnements? Est-ce que c'est one shot ponctuellement par rapport à une vente bien précise? Est-ce que ce sont des enchères? Enfin, voilà, tous ces éléments-là, donc du revenu modèle. Alors, un autre élément que je voulais vous montrer, donc là, on a parlé de chiffre d'affaires. Donc, derrière chiffre d'affaires, il y a déjà des coûts liés. Donc, si tu vends des produits que tu as fait toi-même, parce que ton business model, c'est de la production de pain, ton chiffre d'affaires est composé de la vente de pain. Et par rapport à cette vente de pain, quels sont les coûts qui sont liés? Tu fais ton schéma du début. Avant le pain, là, il y a quoi? Et quand tu vends le pain, qu'est-ce qui se passe? Donc,
Quand vous racontez l'histoire, racontez aussi l'histoire de votre produit. Il vient d'où le pain? Il y a de la matière première. On va fabriquer. Donc, quand on va fabriquer, il y a des coûts de fabrication. Puis, quand on va fabriquer, on va aussi le stocker quelque part. Ah, ben, il y a une usine de stockage. Et puis après, on va le distribuer. Donc, il y a de la vente. Mais sauf qu'on ne le vend pas nous-mêmes parce que nous, on veut juste produire. Ah, ben, il faut des vendeurs. Donc là aussi, il y a des coûts parce qu'ils vont prendre une commission par rapport à ces coûts-là. Donc, sans même connaître la comptabilité, les finances, en connaissant l'histoire de votre produit, de l'état initial, de la matière première à la vente, vous allez pouvoir identifier les coûts qui sont liés, justement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une idée juste vraiment de dire, voilà, le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est que la vente du pain. Sauf qu'on a des pains vraiment d'un certain niveau et des pains, voilà, le pain complet est moins cher parce que, en fait, la matière première est moins chère. J'invente, hein, mais c'est pour vous dire. Alors, j'ai dit pour ceux qui veulent aller plus loin, qui connaissent déjà leur coût de chiffre d'affaires, leur coût lié, pardon, et leur chiffre d'affaires, c'est aussi bien de penser à comment vous fixez vos prix. Parce que, en fait, dire oui, je vends le pain à 5 euros, non, c'est d'avoir. C'est très simple la fixation de prix. C'est pas simple sur le marché, mais c'est très simple de pouvoir penser votre fixation de prix. C'est de se dire, est-ce que je fixe le prix par rapport au marché actuel? Est-ce que je fixe le prix par rapport à ce que ça me coûte? Ou est-ce que je fixe le prix par rapport à la valeur que donne le client? D'accord? Donc, il y a deux méthodes. Il y a la marge, c'est se dire, ça me coûte 50 euros de le faire, je fais x3. Donc, j'applique une marge. Et j'applique cette marge parce que le marché, en général, a pris cette marge-là. Par exemple, dans la distribution de vêtements, en général, quand vous vendez des robes, vous achetez les robes, par exemple, en Turquie, vous les revendez, on est souvent sur des marges de x3, x4. Donc, ça, ce sont les règles du marché. Maintenant, en fonction de votre positionnement, la marge peut augmenter. C'est un exemple que je vous donne. Et puis, il y a, par exemple, l'exemple de Apple, où lui, il s'est dit, non, moi, je ne vais pas aller dans la marge et tout. Donc, lui, il vend des iPhones. Il s'est dit, cet iPhone-là, comme il représente tout ça pour le client et qu'ils sont prêts à s'arracher, on va fixer à la valeur perçue. Bien sûr, il y a des études qui sont faites par rapport à ça, pour étudier, finalement, le client est prêt à mettre combien pour acheter l'iPhone. Mais il y a une marque concurrente qui produit finalement le même type de smartphone avec les mêmes fonctionnalités et qui va faire juste à la marge. La marque Huawei, par exemple. Donc, c'est deux approches différentes de fixation de prix. Alors, ici aussi, ce qui est intéressant, ce n'est pas de lister tous les produits et services, mais les plus rentables. Donc, un peu les produits stars, comme on dit. Donc, de voir quels sont les plus rentables. Donc, qui dit rentabilité, ça veut dire quoi? D'abord, tu peux penser ceux qui se vendent le plus, mais un produit qui se vend le plus n'est peut-être pas le plus rentable. Nous, par exemple, on a le cas, nos services qui se vendent le plus, ce ne sont pas toujours les plus rentables. Mais par contre, il y a des services qui sont très rentables, mais ils se vendent une fois, deux fois, trois fois. Mais ça, c'est encore nous parce qu'on n'était pas encore vers cette cible-là. D'accord? Donc, rentable, c'est justement quand la différence entre les entrées et les sorties, il n'y a pas beaucoup de charges par rapport à ce produit ou ce service. Alors aussi, donc ici, c'est la même chose que ce qu'on a vu. Donc aussi, identifier quelles sont les sources de coûts. Donc, qu'est-ce qui sort? Là, on a vu qu'est-ce qui rentre. Maintenant, voici qu'est-ce qui sort. Au-delà des coûts liés à votre produit et service, c'est les investissements que vous avez besoin pour faire tourner votre entreprise. Donc là, j'ai mis des catégories qui sont pour moi les plus essentielles, pour que vous ayez vraiment droit à l'essentiel. Si vous produisez, est-ce qu'il y a des outils, des machines, de l'équipement? Souvent, même dans les plans financiers, on met une ligne équipement. Donc, est-ce qu'il y a des équipements? Et là, vous pouvez imaginer, grosso modo, ça représente quoi? Est-ce qu'il y a du matériel informatique dont on a besoin? Des travaux, du mobilier, parce qu'on a des espaces, on a de la construction, on a des terrains. Donc là, j'ai mis des exemples. L'idée, c'est plus pour que vous ayez une idée, voilà, grosso modo, ça représente quoi? D'ailleurs, M. Zinga est avec nous et je sais qu'il adore cette question, de dire quelles sont les différentes composantes de vos coûts. Et donc, il n'attend pas à ce que vous fassiez des calculs. Il attend juste que vous ayez une lecture de vos différents types d'investissements. Pour me lancer, de quoi ai-je besoin? Tu veux produire du pain, tu veux produire des jus, de quoi tu as besoin? Tu vas avoir des outils de production, tu vas avoir le packaging pour produire ces jus, ça représente combien? Peut-être que tu as besoin d'un espace aussi, parce que qui dit production, dit unité de production, dit usine de production. Tu vas commencer dans ta maison, mais tu ne vas pas continuer dans ta maison tout le temps. À un moment, il faudra une usine, ce n'est pas un espace de stockage. Donc tout ça, c'est important de tenir compte. Et peut-être que ton espace de stockage, c'est ce qui va te coûter le plus cher aussi dans un premier temps. Et ça permet d'avoir des réflexions aussi. OK, comment je vais rentabiliser cet espace de stockage? D'un côté, je ferai un espace de stockage et devant, je ferai un magasin pour rentabiliser. Ça, c'est des types d'exemples. Donc, c'est pour ça que c'est important de se poser la question par rapport
aux investissements. Les charges, c'est pareil, hein, je vous ai mis plusieurs charges. Là, j'ai vraiment groupé pour que vous ayez une idée. Ah voilà, le type de charge qu'on peut avoir. L'administratif. Par exemple, surtout nous en Belgique, l'administratif, on en coûte cher. On est fort taxé, on a les cotisations. Et donc ça, c'est dans un globalement, on a notre comptable qu'on doit payer. Donc, je ne vous demande pas dans le détail, on n'a pas beaucoup de jours, mais d'avoir une idée globale de ce qui va, voilà, des grosses sources de sortie, justement. Qu'est-ce qui sort le plus? Qu'est-ce qui rentre le plus? Parce qu'on ne vous demandera jamais de faire tout votre plan financier. L'idée sera de dire, voilà, quelles sont les composantes globales. En tout cas, j'insiste là-dessus, même aux membres du jury, que voilà, l'idée, c'est qu'ils aient juste une idée de comment tourne votre entreprise. Alors, avec votre entreprise, vous avez besoin de combien de salariés? Ou bien, c'est de se dire, certains sont salariés, d'autres, c'est des prestataires externes. Mais combien de personnes vous engagez? Bon, les salaires, ça, c'est à vous de voir si vous les avez déjà. Mais l'idée, oui, c'est important de savoir, finalement, on a nos investissements, on a nos coûts qui sont directement liés à notre production. Si par exemple on est dans la production de pain, la matière première, ça coûte, donc c'est les coûts liés à la production. On a nos charges externes liées à l'administratif, au marketing, à la publicité. Et puis, on a nos charges personnelles aussi. Donc, de personnel, parce qu'on doit employer des gens. Nous, par exemple, dans notre cas, on s'est dit, on va commencer avec peu de personnel. Donc, on a aussi mis en place une stratégie pour alléger notre charge de personnel. Donc, on travaille avec des prestataires externes, des indépendants. Donc, ça pourrait être aussi ça, votre réponse, c'est dire, on n'a pas besoin d'engager, mais on travaille avec des prestataires externes. Alors, ici, ça, c'est plus pour vous. Mais c'est important de savoir, voilà, si vous dites que, en fait, en un an, vous pouvez faire 50 000 €, ça représente quoi 50 000 €? C'est que vous avez 4 produits et que vous en vendez 20 par mois. Il ne faut pas aller trop en détail, mais vraiment, prenez le temps de vous dire, si je veux 50 000 €, ou bien faire le contraire. Se dire, de ce que j'ai observé, je vends 8 pains par mois. Non, 8 pains par semaine. Donc, vous faites juste le calcul. 8 fois 4, OK. Ça veut dire on a 32 pains par mois. Et mon pain, je le vends à 5 €. Enfin, vous faites le calcul et vous dites, voilà, si je vends 32 pains par mois, sur un an, ça fait combien? Ça fait 32 fois 12. D'accord? Et ce 32 fois 12 là, si je vends le pain à 5 €, on génère combien? Donc, je donne un exemple, puisqu'il y a il y a quelqu'un ici qui produit du pain. Donc, je vais faire le calcul. Si la personne dit qu'elle vend 8 pains par semaine, d'accord? Maintenant, je fais 8 fois 4. Ça veut dire que dans le fichier que je vous ai montré là, elle va mettre qu'elle vend 32 pains par mois. Et donc, la somme, c'est 32 fois 12. OK? Donc là, elle va mettre 32, 32, 32, 32. Au total, si on fait la somme, on arrive à 384. Donc, elle vend 384 pains par an. D'accord? Donc, vous pouvez montrer à vos investisseurs, plus ou moins, que, quand ils vont poser des questions, dire oui, nous, on estime qu'on vend 8 pains par semaine. Donc, 8 pains par semaine, ça représente 300, grosso modo, on va dire 400 pains par an. Et en vendant 400 pains par an, comme on le vend à 5 €, ça fait 400 fois 5, donc on a 2 000 € par an. Alors, l'investisseur pourrait se dire, oh, c'est pas beaucoup, mais sauf que le pain, en fait, que vous vendez à 5 € là, vous en avez vendu 400, mais en fait, le pain, là, il vous coûte que 50 cents. Donc, du coup, comme vos entrées sont de 2 000 €, mais que vos sorties sont très minimes, une centaine d'euros, vous avez quand même une marge intéressante. Bon, clairement, on vous encourage à vendre plus de pain pour avoir plus de chiffre d'affaires. Mais justement, c'est important de savoir ça, que en fait, si tu veux vendre 50 000 € par an de chiffre d'affaires, d'entrée, il y a un certain nombre de pains que tu vas devoir produire. Et donc, en fonction de ce nombre de pains que tu vas devoir produire, il y a aussi, du coup, une équipe à avoir. Ce ne sera pas toi tout seul. Peut-être que toi, tout seul, tu ne sais faire que 8 pains. Donc, tu vas aussi calculer combien de personnes tu dois engager, avec qui tu dois travailler pour faire peut-être 100 pains le mois, quoi. Est-ce que je vous ai perdu? Je sais que quand je parle comme ça des chiffres et que je fais ça, souvent, je perds les gens. Non, on est là, on Nous vous sommes attend. là. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire ce type d'exercice? De vous demander combien de produits ou de services vous devez vendre par mois? Oui, Est-ce que vous aviez une idée? Oui, moi, oui, personnellement, oui, je l'ai oui, déjà oui. fait. Très, très bien. Franchement, c'est très bien. Ça, c'est très Mais important parce que... Oui, dites-moi. j'ai une question, mais est-ce que à ce niveau ici de l'analyse financière, on peut aller en termes d'hypothèse, comme vous avez donné pour les pains? Tout à fait. Tout à fait. Une hypothèse est une hypothèse qui se valide. Et vous êtes des entrepreneurs. Et un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il a des hypothèses et il les teste.
Donc, effectivement, le mindset d'entrepreneur, c'est d'avoir des hypothèses, de les tester. Maintenant, quand vous faites des hypothèses, c'est bien de montrer que vous les avez soit testées ou de montrer sur quoi elles ont été fondées. Donc, dire comme ça, je vends 50 pains parce que je veux vendre 50 pains, non. Mais dire que sur le marché, il y a X% de population et que vous avez analysé que la consommation est d'autant, et donc vous avez estimé que les ventes mensuelles tournaient autour de autant, là, c'est intéressant. Ou dire que vous avez fait une analyse et vous avez le concurrent d'à côté qui vend plus ou moins 50 pains, mais lui, il n'a qu'un canal de distribution. Ça veut dire que vous, comme vous avez 3 réseaux de distribution, vous pouvez faire x3, c'est une hypothèse qui est fondée. Donc oui, émettez des hypothèses, mais qu'elles soient basées sur un argument solide. En gros, ne soyez pas dans le je me suis réveillé un matin, je sais que je vais vendre 100 pains. Non, c'est j'ai analysé le marché, j'ai vu comment ça fonctionne. Chaque produit, chaque secteur fonctionne d'une manière. La manière dont tu vas vendre du pain, c'est pas la manière que tu vas vendre des montres. Et même des services. Nous, par exemple, nos services, on ne cherche pas à vendre 50 services le mois. Une fois avec Nancy, on s'est dit qu'on voulait juste 8 entrepreneurs par mois. Mais on a un autre flux. D'accord? Ouais, mais cette analyse financière peut aussi être faite par rapport au nombre de commandes. Par exemple, vous pouvez recevoir, ça dépend de nombre de clients qui peuvent venir à vous. Tout à fait. Alors là, ce que je vous conseille, c'est ça en fait. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, hein, mais c'est toujours les mêmes. Le marché, ton testing, donc avec le nombre de clients que tu as eu, et aussi ton canal de réseau de distribution qui peut te montrer le potentiel. Parce que peut-être que tu vas dire, là, j'ai eu 5 commandes par mois, mais parce que je pouvais faire que 5. J'avais personne à côté de moi, je faisais pas de publicité. Et sans faire de la publicité, j'ai eu autant. Donc, tu vois, il y a une analyse que tu peux faire effectivement avec le marché, avec les observations que tu as fait, avec le test, et montrer aussi peut-être les éléments qui manquaient et qui vont te permettre d'avoir encore plus. Donc oui, il n'y a pas de mauvaise analyse. Et la manière dont tu justifies tes hypothèses. Il n'y aura jamais de bonne ou mauvaise hypothèse, mais plutôt la manière dont tu argumentes cette hypothèse. C'est ça qui est important. Et là, c'est déjà intéressant parce qu'effectivement, tu as déjà fait des commandes. Donc, tu peux déjà te baser sur les commandes, mais contextualise ces commandes. Dis-toi, là, j'ai eu autant de commandes et j'avais fait comment? Ben, j'étais toute seule. Ma sœur m'aidait à côté. J'avais pas d'usine. Je travaillais pas à temps plein. Je travaillais que 5 heures par semaine. Donc, tout ça, c'est important. Et en fait, là, de ce dont je parle, c'est les capacités. Tout est basé sur les capacités. Donc, tu as vendu 5 commandes, mais parce que tu avais quelle capacité? En termes de production, en termes de ressources humaines, qu'est-ce que tu avais? Donc ça, c'est important de montrer que, en fait, là, j'ai eu 5 sur base de telle capacité de production. Donc, quand je dis capacité, c'est ce dont j'étais capable, ce que j'avais autour de moi, mes ressources, mes compétences. Mais comme j'envisage d'avoir beaucoup plus, voilà ce que je pourrais envisager comme hypothèse et vente mensuelle. Ça va? Ça va, merci. Oui, ça va, ça va. En fait, l'idée, c'est pas d'aller en détail, de nouveau de raconter votre vie par rapport à ce tableau, mais plutôt d'avoir des éléments clés qui permettent de fonder vos hypothèses. Le marché fonctionne comme ça. Moi, le mois dernier, j'ai enregistré autant de commandes en travaillant que 3 fois par semaine. Comme maintenant, nous allons nous professionnaliser, nous envisageons de travailler 10 heures par semaine, donc nous estimons que nous aurons autant de commandes. Et donc, c'est très bien parce que c'est basé sur une connaissance clientèle. Vous avez déjà une idée de l'habitude de consommation, que vous avez déjà testé, vous avez déjà fait des commandes. D'accord? Mais contextualiser, toujours pour montrer là, on travaillait comme ça, sans trop réfléchir, calculer les heures. Maintenant, on va travailler comme ça, donc ça aura tel impact, quoi. Ça va? Vous avez d'autres questions? Bah, moi, je me disais par rapport à tout, parce que tout ce que vous avez expliqué est clair, vraiment clair. C'est pourquoi on est resté un peu silencieux en suivant du début à la fin. Et là, moi, je suis en train de me dire, avec ces modèles, c'est-à-dire que nous n'allons que nous baser sur ça, sur ces modèles et tout ce qui y a comme question, nous allons y répondre. Donc, on n'aura pas besoin de faire genre un PowerPoint ou un truc comme ça pour présenter notre projet et tout. Si, faites un PowerPoint. Hein. Là, c'est moi qui vous donne un modèle. C'est comme un workbook que vous pouvez répondre pour challenger votre business. Mais le jour J, vous devez faire un PowerPoint. Et d'ailleurs, j'insiste, j'ai skippé la partie branding, mais un PowerPoint à votre image, parce qu'on doit comprendre que vous avez une identité d'entreprise. Donc, moi, je vous conseille de faire un PowerPoint mais pas beaucoup de slides, 3-4 slides, pas plus. Et après, de répondre vraiment à vos questions-réponses, quoi. Mais par contre, là, oui? Oui, d'accord.
Donc, si je comprends bien, ces modèles, c'est juste pour nous aider à avoir une idée de certaines questions, réponses, et puis nous allons préparer. OK. Oui, D'accord, c'est un merci. workbook. C'est ce qu'on appelle un workbook. C'est un outil de travail pour vous vraiment approfondir votre business. C'est un gros cadeau qu'on vous fait parce que normalement, c'est un truc qu'on utilise vraiment. Ouais, exact. C'est un gros cadeau. Donc, c'est vraiment pour vous aider, même pour la suite. Hein. Il y a peut-être des trucs que vous ne saurez pas faire maintenant. Et pour, en fait, vous permettre que quand on vous pose des questions, vous pouvez vous rappeler, ah oui, il y avait le tableau dépenses de vente mensuelle. Donc, c'est plus ça va? Ah, ça, c'est une très belle facilité, alors. Ah oui. Émilie, on pourrait préparer un template uniforme pour tout le monde qu'on pourra envoyer pour les présentations. Donc, au moins, ça va être guidé. Donc, chacun a 3 slides. Oui. Et ça, donc, c'est ça. Oui, vraiment, problème, solution. Oui, on peut faire un template uniforme. Et ce que j'allais dire, je pensais l'avoir insisté. Bon, ce sera plus pour la finale, même la demi-finale. Nous, on peut revoir vos PowerPoint. Si vous envoyez à l'avance, on peut vous donner un avis. Parce que moi, je ne suis pas dans le jury. Donc, je n'influence pas le jury, mais le but, c'est de vous aider. Donc, si vous voulez qu'on ait une revue sur votre PowerPoint, il faut juste nous envoyer à l'avance, que je ne me retrouve pas avec 25 PowerPoint la veille. Donc, en l'occurrence, oui, déjà, dès demain, il faudrait m'envoyer parce que je me retrouve avec beaucoup. Mais je prendrai quand même le temps de revoir en quelques lignes. Je conseille aussi un truc, hein, pour les PowerPoint, soyez pas trop de texte sur vos PowerPoint. Utilisez peut-être même, des fois, une image vaut mieux que beaucoup de texte. Il vaut mieux même mettre une image et puis vous expliquer par exemple, imaginez, vous voulez faire un business pour, je sais pas moi, les mamans qui sont enceintes. Plutôt que d'expliquer que les mamans enceintes, elles ont plein de problèmes parce qu'en fait, elles sont stressées, mettez juste l'image d'une femme enceinte qui pleure ou bien qui a un stress et vous expliquez, vous dites, voilà cette maman. Et bien voilà ce qui se passe. Une image vaut mieux que beaucoup de texte. Ça, c'est des grands titres plutôt que du texte aussi. J'appelle ça les taglines, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est une phrase accrocheuse. Et en une phrase, voilà, elle résume toute votre idée. Et aussi, évitez de mettre des images si vous n'avez pas le temps de les expliquer par contre. Donc, c'est un peu tricky. Donc, d'un côté, une image au mieux qu'un texte, mais si vous mettez une slide et que vous passez, c'est surtout le cas des graphiques. Il y a des gens, ils vont mettre des grands graphiques là, avec plein d'explications, des chiffres, des pourcentages, et en fait, après, ils ne vont même pas parler de ces pourcentages. Et là, ça peut perturber. Donc, ce que vous mettez, il faut pouvoir l'expliquer, mais soyez concis, imagé, créatif. Voilà. OK, bon, je me permets de te poser quand même mes dernières questions, mais c'est pas trop par rapport à ce que nous venons de voir aujourd'hui, mais c'est par rapport à la journée de samedi. Oui. Alors, moi, je suis en train de me poser la question de savoir si ça sera sur Zoom ou en présentiel, parce que moi, je n'ai pas fait attention à tous les détails. Donc, ce sera sur Zoom. Hein. Vous avez reçu normalement un mail avec l'ordre de passage. Donc, c'est juste les candidats de Kinshasa qui vont passer ce samedi, comme j'ai expliqué dans le mail. Les candidats de Lubumbashi, on va vous communiquer une date, donc il sera en mai. Et donc, ce sera sur Zoom et ce sera rediffusé aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez inviter vos proches. N'hésitez pas à les inviter vraiment pour qu'ils puissent venir vous soutenir. Allô? Oui, allô? Madame. Allô? Oui, allô? Oui, je disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous envoyer la structure du pitch, c'est-à-dire les différentes parties que nous allons présenter dans les PowerPoint? Mais tout est dans le workbook, hein, c'est les 3 parties, c'est qui êtes-vous, les problèmes et les solutions. Ok, très bien, merci. Là, pour le workbook que vous avez tous les éléments. Et puis, j'ai envie de vous dire que on a aussi envie de voir votre créativité. Donc, je pense qu'on vous a donné beaucoup d'éléments. Maintenant, c'est à vous de voir par rapport à votre entreprise, la maîtrise que vous avez, de voir comment vous voulez nous l'amener. Parce que si on vous donne trop, ça va biaiser et ça va vous empêcher, je trouve, d'être créatif. Je pense qu'on vous a déjà donné une bonne liste de direction. Il y a un membre organisateur et membre du jury ici qui a donné des pistes. Donc, j'ai envie de dire, à vous de jouer. Donc, voilà. Merci. Allô? Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, c'est Jean-Paul, du projet Tomela. Bonsoir. Alors, peut-être que j'ai loupé un moment, mais je voulais me rassurer, en fait, combien de temps on aura pour pitcher pendant la demi-finale? Merci. Pour la demi-finale, ici, on avait prévu 5 minutes.
Ok, merci. Ça va? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Karisba. Oui, bonsoir, Charisba, oui. Oui, c'est par rapport à samedi, hein, j'aimerais parler. Nous sommes séparés avec ceux de Lubumbashi, ou parce que vous parlez de Lubumbashi au mois de mai. Et alors que vous parlez de la finale pour, je pense que c'est mois d'avril. Nous sommes séparés, candidats de Kinshasa et de Lubumbashi. Oui, oui, oui. En fait, vous ne saviez pas, il y a 2 événements. Donc, il y en a un en avril à Kinshasa et celui de Lubumbashi, il est en juin. Donc, du coup, les finalistes de Kinshasa vont présenter, maintenant, on a changé le 3 avril à Kinshasa. Et donc, ceux de Lubumbashi présenteront donc, en juin les finalistes. Donc, la demi-finale se fera en mai et puis la finale en juin pour Lubumbashi. Vous avez reçu un mail. Dans le mail, il y a un fichier Excel où j'ai bien mis groupe Kinshasa, groupe Lubumbashi. Et donc, dans le groupe Kinshasa, il y a l'ordre de passage avec les différentes, avec la date du coup du 20 mars. Donc, on aura, je pense, 14 candidats pour samedi. Ok. Et une autre préoccupation, est-ce que nous aurons quoi pour ce soir les documents? Bien Parce sûr. que nous devons aussi... Oui, mais vous les avez déjà reçus, hein? Vous les avez reçus hier. Il y a aussi ce que vous venez de faire aujourd'hui. Ça se trouve dans ces documents parce que je n'ai pas encore lu. Oui. Oh, ok. Oui, en fait, justement, l'idée, c'est que comme vous l'avez envoyé, j'ai parcouru le workbook, comme ça, vous vous rappellerez en fait de ce qui a été mis plutôt que de vous donner un workbook sans explication. Donc, vous avez reçu hier le document, le workbook et la présentation du business model. D'accord? Ok. Et comme a dit Madame Michel, on vous enverra sûrement un template de base de présentation, quand même, ton problème, ta solution. Mais de nouveau, le but, c'est pas de vous induire trop. Enfin, je veux pas qu'il y ait que des présentations standardisées. L'idée, c'est que chacun présente la présentation à son image. Mais effectivement, il y a bien les 3 parties, quoi. Donc, l'anecdote, qui êtes-vous, la partie problème et la partie solution, valeur ajoutée, avec le petit call to action. Donc, voilà. Je vais peut-être vous faire un petit résumé encore ce soir, mais lisez bien les mails parce que tout est communiqué. Donc, il y a le workbook, il y a la présentation de lundi et il y a l'ordre de passage, donc un fichier Excel. Il est mis listing inscrit concours demi-finalistes, groupe Kinshasa. Et d'ailleurs, rapidement, je vous lis donc les... Pardon, j'ai dit 14, mais non, donc samedi, on est 10. Donc, il y a bien monsieur Emi Munganga, Elvire Ngalula, Tela Mbukusharisbo, Dorcas Sakaneno, Christian Zundu Waiwai, Thérèse Bakanseka, Jean-Paul Mangata, Alora Kabasele, Dieudonné Mpangwe et Alex Tamba. Donc ça, c'est pour samedi. Vous avez tous aussi une affiche avec votre photo et donc qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez reçu cette affiche-là? Oui, j'ai publié dans le groupe WhatsApp. Hein. D'accord. Voilà, dans le groupe, ils l'ont. Oui, nous avons vu. Super. Donc, vous avez votre affiche. Mais moi... Ouais. Oui? Oui, j'aimerais dire que moi, je ne suis pas dans les groupes WhatsApp. Je n'ai vu aucune image. Ah, ok. Ben, vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, en fait. Peut-être donner le numéro de téléphone, on pourrait les rajouter parce que sinon, tu rates les mises à jour. Oui. Oui. Donc, peut-être envoie-nous ton numéro de téléphone, comme ça... Là, je l'ai fait maintenant, même par SMS ou... Oui. Tu peux le faire par chat, justement. C'est mieux de mettre le numéro de téléphone dans le chat. Comme ça, on a immédiatement plutôt que... Oui. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. D'accord. Je vois beaucoup de gens qui insistent sur la structure du pitch. Ce qu'on va faire, vous travaillez le workbook. Moi, je vais vous envoyer un mail. À mon avis, ce sera demain, par contre, avec vraiment un récap de la structure du pitch. Parce que c'est vrai que pour la première fois, vous l'aviez reçu et je vois que ça vous a aidé. Donc, je clarifierai bien ça, la structure du pitch. Mais c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de surprise. Mais je vais le remettre par mail. Sera validé par les jurys aussi. Comme ça, vous n'avez pas de stress avec ça parce que je vois vos messages, mais pas de panique. Donc, je vais renvoyer un mail avec la structure du pitch. Ça va? Alors, je vais préciser aussi quelque chose, Émilie. Oui. Ah, t'as coupé. Enfin, on m'entend. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, donc je vais aussi préciser quelque chose pour tous les candidats. Donc, j'ai réparti tous les candidats
voilà, s'être préparé, d'avoir postulé pour ces concours. Et pour ceux qui ne vont pas passer, donc ceux qui ne seront pas retenus pour la finale, ce n'est pas perdu. On réserve, donc Crédassure réserve voilà, une surprise pour tout le monde. Ce n'est plus une surprise pour vous parce que je vous l'informe. La personne qui est intéressée à avoir un stand pour augmenter sa visibilité le 5 au Musée national, donc c'est offert à tous les candidats. Donc c'est un stand d'une valeur de voilà, $250, mais c'est offert à tous les demi-finalistes. Donc c'est ce que je voulais informer aux candidats. Donc même si vous n'êtes pas retenu, ne soyez pas déçus, mais on vous offre la visibilité pour votre projet et pour vos produits. Donc voilà. Top, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment agréable de travailler avec des entrepreneurs aussi motivés. On reste à votre disposition. T'as fini? Et donc voilà, ça va? Bonsoir. J'avais une préoccupation, moi, avant de finir. Est-ce que je suis en retard, là? Non, on vous écoute, on vous écoute. Oui, en fait, je voulais juste... revenir un peu sur les questions de fond. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'en parler, alors que les choses étaient un petit peu... ça partait vite. En fait, moi, je voulais revenir sur le plan financier, là. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Ça peut bénéficier tout le monde. Oui, par exemple, au niveau, quand on parle par exemple de terrain et de garantie, et souvent quand je me trouve devant un plan financier et que, par exemple, souvent vous trouverez c'est écrit terrain et tout, et qu'il n'y a pas garantie, parfois il faut remplacer. Pardon, ça a coupé. Le terrain par garantie, mais aussi à part celle-là, il y a aussi l'aspect des projections de vente, en fait. Il y en a qui veulent le faire de manière mensuelle. Ils te disent, par exemple, sur 12 mois, montrer combien vous vendez. Il y en a même qui veulent pour 3 ans et pour 10 ans, d'autant plus que ils veulent voir la projection. Alors, vous nous conseillez comment, par exemple, par rapport à tout ça? Donc, il y a des choses que j'ai... Attendez juste un instant, il y a une question. À quelle adresse devrons-nous envoyer nos pitchs? Mais la même adresse que vous envoie des mails, hein, donc c'est Crédassure Connect, le concours, là, l'adresse concours Crédassure Connect pour l'adresse mail. Pour la partie financière, j'ai pas bien compris la question pour les terrains. Oui, la question pour le terrain, je voulais juste dire que on a deux possibilités. En fait, soit on leur demande de mettre le terrain et parfois ils trouvent le terme terrain alors qu'il faut peut-être mettre la garantie parce que Mais la question et la réponse est je au moins devant des faits accomplis comme ça ou D'accord. La réponse est simple, c'est vous mettez le terme. Là, on parle du wording, de la description. Parfois. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je disais, si c'est une question de description, il faut mettre le terme qui est le plus approprié. Est-ce qu'il s'agit d'un terrain? Est-ce qu'il s'agit d'une usine? Est-ce qu'il s'agit d'un gage ou bien d'une garantie que vous payez? Donc, ça dépend vraiment de le montant, il correspond à quoi? Donc, ça, c'est à vous à mettre la description. Je pense que vous avez loupé la présentation sur la partie financière. C'est repris dans le workbook. Donc, tout dépend de la rubrique à laquelle vous faites référence. Ça, c'est un. Et puis, l'autre question, c'était pour les prévisions. Moi, je vous conseille de faire un détail de vente mensuelle pour vous déjà pouvoir maîtriser l'attraction clientèle. Parce que comme j'ai expliqué, le plus important derrière une projection, c'est de comprendre l'attraction clientèle. Donc, combien de clients par mois? D'accord? Les personnes qui font sur 10 ans, je ne vous conseille pas. Surtout dans un pays où, par exemple, il y a une certaine instabilité, ça ne vaut pas la peine de se projeter sur même 5 ans. Je vous dirais de faire sur 3 ans, et donc c'est 3 fois 12 mois. D'accord? Donc, moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne, en tout cas, faire des projections donc, mensuelles,
et d'estimer maintenant sur un an, ça évolue comme ça. Donc, la deuxième année, on a recruté 3 nouvelles personnes, donc il y a cette croissance-là. La troisième année, on a un nouveau magasin ou bien une nouvelle usine. Donc, voilà comment ces ventes mensuelles vont progresser. Du mensuel sur 3 ans. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ça ne sert à rien de faire sur 5 ans, ça ne sert à rien de faire sur 10 ans, parce qu'on est aussi conscient qu'il y a beaucoup de changements liés à l'activité économique et géopolitique du pays. Donc, voilà. Ça va? Oui, ça va. Et pensez D'accord, vraiment, merci. j'insiste, derrière le chiffre d'affaires, ce qui est important, c'est l'attraction clientèle. Donc, ce qu'on veut voir aussi, au-delà de, oui, que vous vendez le pain ou le produit à 5 €, c'est combien de clients? Est-ce qu'il y a un système aussi où le client est quelqu'un qui est fidèle et donc qui revient à chaque fois et qui amène un nouveau client? Donc, on doit vraiment comprendre surtout ça, l'attraction clientèle, en fait. C'est vraiment un indicateur beaucoup plus important que le chiffre d'affaires. D'ailleurs, il faut savoir que c'est souvent ce qu'on explique, c'est que le chiffre d'affaires, finalement, en termes de performance, est un indicateur qui peut être biaisé. Mais on parle beaucoup plus de traction clientèle. Donc, voilà. Ça va? Bonsoir. En tout cas, un grand merci. Merci pour Bonsoir. votre présentation. Il y a encore une question? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Arcel. En fait, j'avais une préoccupation. Oui. Je suis de Lubumbashi. J'aimerais avoir... est-ce que nous avons une date limite pour le dépôt du workbook pour ceux de Lubumbashi? Non, il n'y a pas de date limite. Le workbook, c'est un outil pour vous. C'est, comme je l'ai dit, c'est un cadeau pour vous aider à développer votre business et à mieux préparer votre pitch. La date limite, c'est juste que la demi-finale, vous devez être prêt pour votre présentation, mais vous ne devez pas me rendre le workbook. C'est pour vous travailler dessus. Si vous avez des questions, au moins, on a un langage commun, quoi. Mais vous ne devez pas nous rendre le workbook. Vous devez par contre prévoir votre présentation. Et si vous voulez qu'on la valide avant, il faut l'envoyer avant le jour J. Ici, je ne donne pas de deadline parce que voilà, c'est déjà samedi. Mais par contre, pour les finalistes, effectivement, il faudra quand même prévoir 5 jours avant la date finale pour les rendre. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour la préoccupation? Non, vous avez beaucoup de préoccupations. Il ne faut pas être trop préoccupé, hein. Merci beaucoup. Super. Ok, en tout cas, un grand merci pour votre participation. On reste à votre disposition par email, par WhatsApp. On est là pour vous aider, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter et on fera au maximum. Je vois que Charito a dit beaucoup. De rien. Pour votre accompagnement. Non, avec plaisir. Ok. Bonsoir. Oui. Émilie, Nancy et Cédric, est-ce qu'on peut rester il y a une question au niveau des... Hein? Pardon? Il y a une question au niveau des chats. Oui, j'ai vu. À quel niveau vous aurez besoin du projet en papier dur? On n'a pas parlé de papier dur ici. On n'a pas parlé de papier dur. Donc, c'est plus votre présentation si vous voulez qu'on la valide, quoi. C'est tout. Ça va? Il n'y a pas d'écrit ici. Il n'y a pas d'écrit ou papier dur. Même à la finale aussi? Pardon? Même à la finale aussi, on n'aura pas besoin de projet sur papier. Madame Esther. Oui, je vais juste valider ça avec les membres du jury, mais de base, c'est un concours de pitch. Donc, on est vraiment. C'est pas oui, la différence entre un concours business plan où là, c'est le dossier qu'on rend et un concours de pitch où là, on présente. Donc, l'idée, c'est pas de vous mettre de la difficulté à ce niveau-là et on briefera aussi le jury à ce niveau-là parce que sinon, il y aura ce sera trop contraignant. D'accord. Merci. Voilà. De rien. Voilà, un tout grand merci. Esther, vous voulez... Oui, donc on peut, je sais pas. Alors, moi, j'avais une préoccupation, Madame Esther. Oui, Monsieur Théo. Monsieur Théo Lutumba, oui, voilà. La préoccupation était que vous avez au moins à ceux-là qui ne seront peut-être pas détenus, des Kinshasa, mettre leur stand, bien d'aller pour leur visibilité au musée national et tout. Oui. Mais pour ceux nous qui sommes à Lubumbashi, ce sera comment peut-être s'il y en a qui ne seront pas retenus, est-ce qu'il y aura aussi un certain avantage dans ce sens-là? Oui, c'est la même chose qu'on va aussi offrir à Lubumbashi. Hein. Donc, les mêmes opportunités qu'on offre à Kinshasa, on va les offrir partout.
Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, peut-être que vous êtes parmi les gagnants. Donc, si vous n'êtes pas parmi les gagnants, vous aurez les mêmes possibilités que ceux de Kinshasa. Donc, voilà. Ok, d'accord. Et lorsqu'on parle des gagnants, excusez. Allô? Oui, allô? Oui, lorsqu'on parle des gagnants, il y aura seulement un seul gagnant ou il y a un groupe de gagnants? Voilà. Pour les gagnants, il y a un gagnant qui va remporter, voilà, qui aura les 2000 $. Il y aura d'autres prix, les brandings de votre entreprise, il y a des formations. Donc voilà, il y a plusieurs surprises. Ce n'est pas seulement les 2000 $, mais il y a aussi d'autres prix. Par exemple, un branding d'entreprise. Donc, il y a une entreprise qui a déjà commencé, qui a évolué, mais qui a plus besoin d'un accompagnement pour son branding. Donc, ça fait partie des prix. Je pense qu'Emilie avait communiqué tous les prix. Oui, on le rappellera pendant la demi-finale alors. Voilà. Ok. Mais de toute façon, tout le monde a déjà gagné quelques formations. C'est déjà gagné. Donc, voilà. Le fait d'avoir participé, d'avoir pensé à s'inscrire à ces concours, c'est déjà gagné. Donc, vous avez déjà une formation en entrepreneuriat. Ok, merci. Oui. Super. Voilà, en tout cas, un grand merci. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, mais vraiment, ne soyez pas préoccupés. Vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais tout se passera bien. On est là pour vous aider et pour vous aider à avancer dans votre projet. Donc voilà, un tout grand merci, une excellente soirée. À vous, Otto. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. 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 Esther, tu voulais qu'on reste dans le temps? Oui, juste 2 minutes. Hein. Voilà, on vous dit... Nancy, est-ce que tu peux couper peut-être le live? Oui, c'est ça. Il y a aussi on nous suit aussi en direct. Oui. Oui,